Bonjour à toutes et tous, salut Jules, salut Sergio, salut Société Simulator, salut 1237, salut Brice. On est ensemble pour 2 bonnes heures de stream avec moi, avec Joey qui est de retour à la programmation, sans Mathis qui est parti en vacances parce que c'est pas mal de temps en temps de prendre des vacances, avec Cyril aussi qui est à ma droite à la Réal, et puis bien sûr Jérémy qui est avec vous dans le chat pour vous répondre. Salut Debra, salut Jean qui viennent de nous rejoindre. Posez vos questions, venez nous faire un coucou, on répond à tout le monde, en tout cas on va essayer, c'est promis. Ce midi on va parler de cyberguerre, on va parler des nouvelles menaces qui mettent les démocraties à l'épreuve. On va parler des coulisses de la cyberdéfense française. On va plonger dans le Far West numérique. On va parler d'espions, de Daesh, de fake news, de forces spéciales. Ce sera dans une première partie de stream. Ensuite, on va parler de sextorsion, de ces gens malfaisants qui forcent des jeunes, notamment à transmettre des images à caractère sexuel ou à se livrer à des actes sexuels à la caméra pour ensuite les faire chanter et leur soutirer de l'argent. Ce sera à peu près jusqu'à 13h30. Puis on ira faire un tour du côté de la BD. Et on passera une tête dans les backstage de Star Wars avec les auteurs de Les Guerres de Lucas, récompensés par le prix France Info de la BD, d'actualité et du reportage. C'est un programme donc chargé, avec plein d'invités que je vais vous présenter dans un instant. Juste avant de commencer, on fonce en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour retrouver nos 2 envoyés spéciaux, Franck Ballanger et Thomas Selin, qui nous ont envoyé ce matin une petite vidéo en direct de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Salut Ludo, salut Talk. Alors on va vous faire une petite précision. Il ne faut plus nous appeler Franck et Thomas, on a changé de nom. Lui, c'est Thomas Madou. Thomas Madou. Et lui, c'est Pépé. Pépé, mais Pépé ici c'est gentil, hein. C'est un terme affectueux. Et même à la limite, on devrait m'appeler vieux père, mais on se connaît pas encore assez. Vieux père. Ouais, vieux père. Voilà, comme ça. Et en fait, déjà, je crois qu'il y a des synthés là sur l'écran, donc faut les changer. Faut changer. Thomas Madou et Pépé. C'est Ismo, notre chauffeur, qui nous a rebaptisé. Du coup, nous aussi, on lui a trouvé un autre surnom. Le surnom d'Ismo, c'est Petit Pompier. On a trouvé ça joli. Ça veut dire gigolo en nouchi. Le nouchi, c'est l'argot ivoirien. Ça vient de nous, qui veut dire nez, et chi, qui veut dire poil sous le nez. Au début, c'était des garçons costauds, et après c'est devenu le langage des garçons costauds. Si on vous parle du nouchi, c'est aussi parce qu'hier on a tourné un sujet dessus, et c'est super intéressant parce que ça témoigne de l'attachement et aussi du détachement à la France, ce rapport un peu ambivalent qu'entretient la Côte d'Ivoire avec notre pays. Au départ en France, quand on parle argot, c'est surtout pour pas être compris en fait. Pour pas être compris notamment des parents, des vieux. Ici, tout le monde parle nouchi parce qu'en fait, au départ, ça vient du fait que les gens estimaient, ou alors on leur disait qu'ils parlaient mal français. Donc ils ont créé leur langue à base de français, à base de langue africaine. Et ça a donné le nouchi. Voilà. Alors autre chose maintenant. J'aime bien le voilà. Autre chose, je pense que ça se remarque. On est bien orange parce que c'est la couleur des éléphants de la Côte d'Ivoire qui jouent ce soir. Ce soir, énorme match face à la RDC. Ambiance incroyable. Incroyable, demi-finale, une équipe qui ne devait pas se qualifier pour les 8e de finale et qui est encore là. On pense que ça va être la folie, qui gagne ou qui perde. Alors déjà, pour le quart de finale, c'était dingue, avec des émotions et une énergie incroyable. Là, depuis la qualification, on sent vraiment que ça monte, qu'il y a une ambiance incroyable dans les rues, tout le monde parle que de ça. Et nous, on a acheté le maillot. Voilà. Thomas Selin et Franck Ballanger, un pépé, un gigolo, en presque direct mouchi depuis la Côte d'Ivoire. Thomas et Franck qui viendront vous raconter ici, dans ce studio la semaine prochaine. Ce sera jeudi prochain, ce qu'ils ont vu lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'heure et pour l'instant, nous sommes le mercredi 7 février 2024. Il est 13h à Moscou, 7h à Rio. Il est 11h en temps universel. Et il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Salut Dave, salut G1, salut Rima, salut Ishtar aussi, et salut Jean, que j'ai déjà salué. En 10 ans, les guerres ont investi de nouveaux terrains, de nouveaux espaces, et notamment, et de plus en plus, celui du cyberespace, avec son lot d'ingérences électorales, de virus, d'espionnage, de prise d'otages, de sabotage informatique en tout genre, et aussi forcément de nouveaux enjeux, notamment pour les États qui ont dû, vaille que vaille, s'organiser, se mettre en branle pour affronter ces nouvelles armées puissantes, organisées, il faut le dire, sacrément imaginatives. Bonjour Arnaud Coustillère. Et bonjour. Arnaud Coustillère, vice-amiral d'escadre, vous êtes un peu le père de la cyberdéfense en France. Bonjour amiral. Oui, bonjour. Vous avez commis aux éditions Talendier Soldats de la cyberguerre, un livre que j'ai lu hier et que vous me donnez en vrai format aujourd'hui, qu'on vous conseille puisqu'il est vraiment chouette, une plongée vertigineuse au cœur de l'élaboration de la lutte numérique française face aux cyberattaques. Un livre sorti cette semaine et préfacé par Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, un livre que vous avez coécrit avec Aude Leroy, qui elle aussi nous a fait l'amitié de sa présence ce midi. Salut Aude. Bonjour à tous. Aude Leroy, vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste des questions de défense. Oui. Et à vos
vos côtés, et à tout seigneur, tout honneur, enfin, le camarade Daz, streamer, Bonjour. podcasteur qui en connaît un rayon sur le sujet, qui va nous mettre tout ça en perspective. Salut Daz, bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir largement partagé. Peut-être qu'on pourrait commencer donc par ce livre, Soldats de la cyberguerre, un livre qui débute avec l'histoire d'un militaire de carrière, fils de militaire, petit-fils de militaire. Ce militaire, c'est vous, amiral. Vous avez connu les flots, vous étiez sur le Foch, sur le Clem. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un porte-avions, la rade de Toulon, Saint-Cyr-l'École et une cyberattaque, par exemple? C'est un peu contre-intuitif. Oui, non, c'est pas contre-intuitif, c'est une carrière, c'est une aventure humaine, c'est un ensemble de rencontres qui vous ont fait soit grandir, et puis oui, j'ai fait l'école navale, je suis un marin, j'ai passé beaucoup de temps à la mer, puis plus vous vieillissez, moins vous naviguez, et donc ma deuxième dominante de carrière, qui est plutôt le numérique, est devenue quelque chose de primordial, et puis j'ai eu la chance en 2008 d'être au bon endroit au bon moment, et qu'on me fasse confiance et qu'on me confie ce dossier de création des capacités cyber du ministère des Armées, puis de commandant de celle des armées. Et c'est amusant parce que je pense qu'il y a une certaine analogie entre le domaine numérique et le domaine de la mer. Pourquoi? Parce que ce sont des mondes fluides en permanence, en ébullition en permanence, ça bouge en permanence. C'est des endroits où il y a des zones cachées mal orturées, on a le dark web, on a les grands fonds marins. C'est des endroits où il y a des dynamiques qui vous échappent, que face à une tempête, quelle que soit la taille de votre bateau, vous composez, vous n'allez pas en frontal. D'ailleurs, dans mon livre, vous avez quelques épisodes un peu marquants de mer. Quand on est face à ça, on compose. Donc le numérique, pareil, il y a des lignes de force, il y a des gens qui sont beaucoup plus puissants que vous dans cet espace. Faut arriver à trouver la voie qui garantit vos intérêts, votre survie dans ce monde. Donc je trouve ça assez rigolo. Et puis c'est pareil, c'est un moment dans le numérique, il y a beaucoup de débats sur les cadres juridiques, sur la façon de réguler. Ça avance pas très très vite. Dans le monde maritime, il ne faut pas oublier que ça a mis 300 ans à peu près pour que les nations se mettent d'accord pour endiguer la piraterie. La seule chose, c'est que dans le numérique, on n'a pas 300 ans, vu la vitesse à laquelle cela évolue et vu la dangerosité de cet espace qu'il suffit de lire aujourd'hui tous les journaux. Aude ? Oui, mais en fait, je pense que c'était la bonne personne au bon moment, puisque tu avais l'expérience, je me permets de le tutoyer, parce qu'on a un peu travaillé ensemble depuis longtemps. Et non, c'était parfait. Enfin, franchement, c'était bien. Enfin, c'est un des pionniers, parce que Arnaud n'était pas tout seul. Oui, je n'étais pas tout seul. C'est pour ça que le titre du livre aussi, j'ai voulu marquer soldat. Parce que soldat et cyberguerre, ça renvoie bien à la notion du militaire en uniforme. On n'est pas les seuls dans l'État français à faire de la cyberdéfense. Vous avez bien sûr tous les services de renseignement qui ont un cadre d'action particulier, c'est les actions secrètes. Vous avez aussi l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui fait de la défense du net français, la défense des entreprises, la défense des ministères. Et puis après, dans le domaine, vous avez les militaires qui agissent dans cet espace, dans un cadre juridique bien régulé, qui est celui des militaires en uniforme, le droit des conflits armés, le droit international humanitaire et le code pénal, puisque vous n'avez pas le droit de faire d'appel à la haine, vous n'avez pas le droit de faire un certain nombre de choses. Donc notre cadre est très très bien défini et ça me paraît quelque chose d'extrêmement important, puisque ce domaine étant complexe, étant gris par nature, pour ne pas se perdre et pas faire des choses qui ne soient pas endossables. La grande différence, c'est que toutes les actions que les armées en uniforme font doivent être endossables par les autorités militaires, mais aussi politiquement par nos autorités politiques. On va y revenir après. Daz, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je trouve que justement le parallèle entre le cyberespace, comme on dit, et la mer, ça marche bien. Arnaud Coustillard parlait des tréfonds. Ça te parle, ça, comme image? Oui, oui, plutôt, oui, effectivement. On a tendance à parler beaucoup du dark web, comme si c'était vraiment un truc assez impénétrable, etc. Alors qu'en fait, ça l'est pas vraiment. On peut y arriver relativement vite. Par contre, je trouve que l'analogie fonctionne bien parce que sur Internet comme sur l'océan, on a des gens qui travaillent, des gens qui sont en balade, et puis des pays qui déplacent leurs forces armées dessus. Donc c'est assez intéressant de voir justement les ponts qu'il y a entre les deux domaines. Ouais. Bon, amiral, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris avec joie qu'il existait d'autres personnes qui déjeunaient à 11h30, c'est dans votre livre, et c'est pas la question que j'allais vous poser. Il y a Jean-Yves Le Drian qui préface votre livre. Jean-Yves Le Drian, donc c'était l'ancien ministre de la Défense sous François Hollande, et qui écrit ceci en préface: un missile sophistiqué tiré d'un avion de chasse, ça n'est à l'évidence accessible qu'à peu d'organisations dans le monde, alors que l'arme cyber, dont la conception nécessite parfois des moyens colossaux, est la plupart du temps réplicable à l'infini. C'est ça le nerf de la guerre, c'est l'accessibilité.
Oui, c'est l'image qui met en avant, c'est-à-dire qu'un malware, un virus, qui est un programme informatique qui permet d'obtenir des effets à l'intérieur d'un système, à partir du moment où il a été utilisé, à partir du moment où il a été vu, à partir du moment où il a été décortiqué par les sociétés de sécurité, ça devient quasiment une espèce de bien commun des hackers. Donc c'est un milieu qui est marqué par la prolifération. Typiquement, il y a un exemple qui est flagrant, qui est celui de Stuxnet en 2011. Il faut peut-être que vous réexpliquiez ce qu'est Stuxnet, ça prend place un peu dans la confrontation principalement entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire. Donc pour retarder, perturber ce programme nucléaire, ils ont conçu une opération qui était de mettre un virus, un programme informatique à l'intérieur des télécommandes des centrifugeuses qui perturbaient ce fonctionnement. Donc ils les envoyaient à travailler à très haut débit, à très haute alors que tous les indicateurs pour les gens qui surveillaient étaient corrects. Donc ça a bien marché. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe quand même au cœur du sanctuaire iranien, donc dans des réseaux totalement isolés. Donc ça montre qu'une opération cyber, là il a fallu combiner avec d'autres choses pour arriver à porter l'arme informatique, ce virus, au cœur de ce système. Derrière, c'est très utilisé, c'est très raconté aussi dans les guerres secrètes du président Obama, qui est un bouquin complet. C'est très direct. Ça montre aussi que toute la préparation de cette action a coûté plusieurs centaines de millions de dollars, avec beaucoup de renseignements en amont, de préparation, de rejeux, de renseignements sur quel était exactement le type d'automatisme. Donc tout ça, ça demande toute une chaîne amont qu'on appelle nous en jargon militaire du ciblage, pour arriver ensuite à concevoir l'outil informatique ad hoc. Ce qui est intéressant, c'est que l'outil informatique, en gros, vu le nombre de pas de programme, la complexité, son coût avait été estimé à environ 2 millions d'euros. Le reste de l'opération, la globalité, c'était plutôt dans les 200 à 300. Voilà, donc ça c'est l'exemple pour moi, c'est un missile de croisière numérique. Voilà, qui est le premier exemple bien employé. Et après, le Stuxnet, le truc a été démonté, il a été réutilisé par des tas de hackers, de groupes de hackers du monde. Je crois que c'est ça le souci qu'on a en fait avec ce qui se passe sur Internet, c'est que on part d'une opération qui est plutôt positive pour la défense des démocraties occidentales. Et tout cet argent investi, donc potentiellement par les Américains ou leurs alliés, peuvent ensuite, une fois que ça a été utilisé une fois, finir dans de mauvaises mains. Alors qu'un missile, pour reprendre la métaphore de Jean-Yves Le Drian, une fois qu'on le tire, on l'a tiré, il explose et c'est terminé. Il ne peut pas être récupéré puis renvoyé, en fait, retourner à l'envoyeur pour causer des dégâts, quoi. Oui, totalement. Ça fait, je pense, partie des responsabilités des démocraties, d'utiliser cette arme parce que c'est un armement comme un autre, mais avec un certain nombre de choses qui fait en sorte que les outils ne soient pas laissés, que les outils disparaissent ou qu'il n'y ait pas de traces, qu'ils puissent pas être réutilisés. C'est vraiment, je pense, la grosse différence entre une démocratie qui fait des opérations dans l'espace numérique et qui est quand même ne doit pas jouer aux apprentis sorciers et donner ensuite à tout le monde les moyens de leur tirer dessus, quoi. Mais là, ça a été le cas justement. Avec Stuxnet ou avec avec Stuxnet, c'était le cas. menaces. Avec les révélations Snowden aussi, c'était le cas. Je pense que certains grands alliés devraient mettre davantage de déontologie dans leur utilisation de l'espace numérique. Alors, vous parlez de déontologie, on fait la guerre. Alors, il y a un droit de la guerre, bien sûr. Après, il semble quand même Il y a des règles. Alors, il y a quelques règles. On s'en affranchit parfois, et notamment dans cet espace-là, il me semble, non ? Ah oui, c'est quand même le royaume de la piraterie, hein, quand même. On peut dire ça, je pense. Oui, mais je veux dire, dans l'espace physique, la guerre, elle est limitée à un théâtre, elle est bien encadrée, donc elle n'est pas... Les munitions, les armes sont en général, en gros, confinées dans ce théâtre. Il peut y avoir des choses... Là, le problème du numérique, c'est la prolifération, c'est pas lié au théâtre, c'est sur l'ensemble du monde. Vous prenez typiquement les attaques, pas les attaques, mais le WannaCry, qui est un virus qui est sorti, c'est NotPetya plutôt, qui est sorti d'Ukraine, voilà les deux, et qui ont été perturbés des sociétés, notamment Renault en France, qui ont été victimes alors qu'ils n'étaient pas du tout attaqués ni ciblés. Mais du coup, est-ce que ça rentrerait dans le cahier des charges d'un organisme gouvernemental, le fait de se dire à un moment donné... Il ne faut pas qu'il y ait de réplicabilité. Il ne faudrait pas que ça tombe dans de mauvaises mains, ou est-ce que nous-mêmes, on serait en mesure de bloquer notre propre attaque si elle venait à... Je peux répondre dans ma partie de responsabilité, dans la période où j'étais, ma réponse est oui.
D'ailleurs, c'est des éléments qui sont un peu exprimés dans le livre, le fait qu'il n'y ait pas de réutilisation par des ennemis de nos propres armements, sinon ça n'a pas de sens. Mais du coup, moi, j'avais une question aussi, c'est du coup, quand une attaque comme ça est réalisée, on sait que si, par exemple, on avait balancé une bombe à sous-munitions sur une centrale nucléaire iranienne, ça aurait été considéré comme un acte de guerre. Est-ce que le fait d'envoyer ce qu'on considère comme une arme logique, ça rentre aussi dans ce cadre-là? Est-ce qu'en faisant ça, on déclare la guerre à un pays ou... Sur ce point-là, en fait, vous avez des groupes d'experts au sein de l'ONU qui ont travaillé sur le droit des conflits armés. Ils sont à peu près, c'est un des seuls points où c'était à peu près d'accord dès 2009. C'est qu'à partir du moment où une attaque informatique a les mêmes effets qu'une attaque cinétique, c'est-à-dire par armement classique sur un État, les nations ont le droit d'exercer leur droit de légitime défense. Donc on ne va pas juger sur la nature de l'attaque, mais on va juger sur les effets. Maintenant, le cyberespace est quelque chose de totalement gris. Faut vraiment être dans une phase de guerre déclarée pour attaquer cybernétiquement en le déclarant. Regardez tout ce qui s'est passé en Ukraine quasiment depuis 2011. L'arme informatique a été utilisée, probablement, certainement par les forces russes sur les capacités électriques et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'arme informatique pour moi est très très grise et elle est l'utilisable principalement dans une phase de crise pour arriver à désorganiser votre adversaire, à faire perdre confiance dans l'État, dans tout ce qui structure une nation. Et c'est là où ça devient beaucoup plus difficile de répondre, caractériser mais comment on répond, c'est plus compliqué. C'est l'attribution aussi. Oui, même si on se doute, mais bon, dire officiellement quand même, il y a toujours eu un... là aussi, ce qui est intéressant dans l'attribution, c'est que vous prenez le président Obama, dès 2011, face à la Corée, il est descendu, il a dit, voilà, c'est la Corée qui nous attaque, c'est un acte de guerre. C'était sur un épisode face à Sony. Bon, ça paraissait plutôt une guerre commerciale. Ah, tu parles de la Corée du Nord. Oui, mais Corée du Nord, pardon, excuse-moi. On avait compris. Après, il y a eu un autre événement, c'est Mme Merkel qui est face à une attaque qui a eu lieu contre Bundestag, est descendu à réaffirmer formellement, ce sont les Russes. Pour l'instant, en France, on a été beaucoup plus discret. Oui, on a marché sur des œufs quand même. Oui, mais alors, en disant ce sont les Russes, ça donne pas lieu en dehors de tout ce qui est potentielle sanction économique et autres mesures. Non, parce que les effets étaient simplement c'était simplement le système d'informatique du Parlement. Il n'y avait pas d'effet. Les effets, il faut qu'il y ait des centaines de morts. Voilà, D'accord, donc la disruption seule ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait des victimes. Il faut que les effets soient identiques à une arme conventionnelle, avec un certain niveau. Les nations aujourd'hui, heureusement, ne se font plus la guerre parce qu'il y a un avion qui écorne l'autre. Les provocations dans le ciel entre des avions russes et des avions de l'OTAN, il y en a quasiment tous les jours. Moi, dans ma carrière de marin, dans les années 80 et quelques, plutôt vers 83-84, on passait notre temps à jouer au chat et la souris avec des bateaux russes. Voilà, bon, des fois, mais on jouait, c'est du harcèlement. Quand tu es là, je suis là, je ne me laisse pas faire, je conteste le terrain. D'accord. Votre livre commence par une préface, bien sûr, mais il commence surtout avec votre téléphone qui sonne un 7 janvier 2015, quand le porte-parole du ministère de la Défense vous appelle. Ce 7 janvier-là, 2 terroristes islamistes ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo, c'était à Paris, et c'est donc un tournant, dites-vous, avec un premier feu numérique. C'est ça le moment où ça bascule ? C'est le moment où on est passé plutôt à l'échelle. À tous les deux aussi. C'est plutôt à l'échelle, parce que 2015, bien sûr, il y a les attentats de quelques années avant de Mera. Donc je pense que toutes les conclusions n'ont pas été faites, et notamment la compréhension que Al-Qaïda avait conceptualisé dès les années 2009 l'utilisation de la propagande pour déstabiliser, pour rejeter la théorie du chaos. Donc 2014, nous on avait déjà déployé des capacités d'observation du net en langue arabophone et francophone. Donc on connaissait
donc pour ça que ça a été un traumatisme. Pour moi, c'était passage à l'échelle, ça allait au-delà. C'était, mais puis c'était quand même un symbole, quoi, quand même en France, dans le pays de la liberté de la presse, plusieurs journalistes qui se font tuer, puis ensuite l'affaire du supermarché. C'était une rupture pour nous. C'était vraiment une rupture. Et ensuite, il y a eu deux conjonctions de choses, bien sûr, cette propagande, et puis en parallèle, la marche qui a rassemblé plusieurs millions de personnes à Paris, et dans la foulée, un déferlement d'attaques informatiques de faible niveau, ce qu'on appelle du défacement, c'est-à-dire que vous mettez un drapeau sur le site internet. Là aussi, c'est pas très compliqué. Quand vous tombez sur une ferme de serveurs qui héberge 300 sites, et ben vous avez 300 drapeaux qui vont. Donc il y avait des sites institutionnels qui ont été touchés, mais sinon beaucoup de pizzerias, beaucoup voilà. Donc pour le ministère de l'Intérieur, c'était un peu le signe d'une grande manifestation. Donc là, on a déclenché notre première cellule de crise face à une attaque extérieure réelle, parce que ce que l'on avait peur, c'est que ce genre de choses cache des choses plus compliquées de tentatives de pénétration. En fait, c'est à ce moment-là que journalistiquement, la cyberdéfense est apparue. Parce que jusque-là, elle s'était montée de façon secrète, quoi, de façon... voilà, on n'en parlait pas trop. Donc, presque clandestine, quoi. Non, absolument pas clandestine. Discrète, parce que c'est pas discrète. C'est le mot. Non, mais c'est le mot. Non, c'est le mot. Pourquoi ? Parce que c'était une matière sensible. Ouais, pourquoi ? Parce qu'il faut apprendre aussi, il faut être modeste. Typiquement, pourquoi c'était sensible ? Puisque l'intérêt du livre blanc 2008, c'est qu'il demande au chef d'état-major des armées, donc aux militaires en uniforme, de développer une capacité d'action informatique offensive en appui aux opérations. Donc on ne lui demande pas de développer des capacités de renseignement pour entrer dans le système d'information d'un organisme, on lui demande de faire des effets. Voilà, donc typiquement neutraliser un système radar avant le passage d'un raid. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus pointu qu'un peu comme tout à l'heure raconté pour Stuxnet. Vous avez l'acte informatique du hacker, c'est la balle, et puis après vous avez tout le montage de l'opération pour produire l'effet dont vous avez besoin au moment de la manœuvre tactique. Et ça c'est compliqué. Et c'est pour ça que très très vite, dès 2009, on a mis une petite cellule expérimentale pour apprendre comment on se coordonne avec les opérations qui ont lieu sur le terrain. Ça s'appelle l'anticipation intermilitaire, et c'est pour ça qu'en fait, quand il y a eu 2015, ils étaient prêts, en fait. Et donc, du coup, ils pouvaient réagir ultra rapidement. Si tout le mouvement consiste à se prémunir de potentielles agressions de la part d'États identifiés, comment ça se passe quand on se retrouve face à Al-Qaïda, qui est une nébuleuse, qui est panétatique, il y en a un petit peu partout. Là, je réponds pour le bouquin, on en parle dans le bouquin. On observait la propagande qui était principalement anglophone, qui a dû commencer dans les années 2010-2015. Et puis on a vu donc sur les forums, ainsi de suite, exploser une propagande à partir de 2014. Donc là, l'idée, c'est de pas d'aller faire de la déradicalisation sur les idées, ça c'est pas le boulot des militaires. Donc l'idée c'était de mettre un sorte de bouclier de protection, puisque cette propagande, on sait très bien d'où elle partait, elle était tout à fait cartographiée, pour empêcher les messages d'atteindre la population française. C'était ça. Il faut savoir qu'en 2014, quand même, vous tapiez sur le net, c'était que vous ne tombiez quasiment que sur de la propagande terroriste d'Al-Qaïda ou de Daesh. Donc il a fallu aller réoccuper le terrain en allant comme eux, sur les réseaux sociaux, avec des bataillons d'avatars, voilà, et avec un cadre juridique très clair, parce qu'on n'a pas le droit de faire voilà. Mais ce qui est notable pour nous publics, c'est que cette propagande, c'était principalement pour Al-Qaïda et Daesh des vidéos. Ces vidéos-là, en fait, ils sont pas mis à acheter des serveurs et des CDN pour stocker leurs vidéos, donc ils utilisaient des services de vidéos qui avaient pignon sur rue, comme YouTube par exemple. Comment est-ce que la France, par exemple, contacte Google, parce que YouTube appartient à Google, pour lui dire là, maintenant, faites quelque chose. Disons que le sanctuaire numérique d'Al-Qaïda était en Californie. Voilà, c'est ça. Donc il a fallu un petit peu de temps pour que, là aussi, il y a eu des actions étatiques. Donc là, c'est par voie diplomatique, ou est-ce que potentiellement... Il y a eu des actions diplomatiques, de relations d'État à État, et puis après, vous savez, contacter les gens de Google ou d'ailleurs pour expliquer à leur patron que c'est des crimes
contre l'humanité. Oui, on a utilisé, personnellement, j'ai utilisé certains de mes réseaux via des cabinets d'avocats de la côte ouest pour aller voir en disant attendez, voilà la réalité. Et tu vois, à partir du moment où on montre aux gens la réalité, parce que là c'était des crimes contre l'humanité, faut vous rappeler les vidéos. Il y avait des vidéos, je sais, à vomir. Je m'en suis tapé un paquet. Mes équipes ont quasiment vécu dans cette ambiance pendant très longtemps. Quand vous allez montrer ça par des avocats californiens ou qui travaillent, sont très proches, ça simplifie. Notre but, c'était de faire en sorte que cette propagande n'atteigne pas. Faire supprimer une vidéo 48 heures après ou 72 heures après, ça sert à rien. Elle a touché. Donc nous, c'était en quelques minutes. Typiquement, je raconte quelques histoires où les idées, c'était de faire des faux documents. Non pas avec des articles, mais simplement avec d'autres documents pour noyer dans la masse. Non, vous faites un faux document qui pèse 60 mégas, il n'y a rien dedans, vous vous arrangez pour qu'il sorte avant le vrai, et puis du coup tout le monde croit sur les réseaux sociaux que c'est piraté, que c'est quelque chose qui a des virus, donc ça sème la panique, et voilà. Quand vous semez la panique, les gens se dévoilent, et puis voilà, c'est ce genre d'opérations qui sont de la contre-propagande. Voilà, pareil, sur un Twitter, sur un tweet, à l'époque, vous pouviez faire disparaître un tweet en l'écrasant très rapidement, en envoyant des tas d'images. On envoyait beaucoup d'images de dauphins, je crois. Puis après, pour pas être chopé, on envoyait des textes qui sortaient de la Pléiade ou des tontons flingueurs ou des trucs dans ce genre-là. Il n'y avait pas de mots-clés, en fait, dans ces textes-là. Donc, du coup, ça passait... Donc, je veux dire, c'était simplement... Ça illustre simplement que c'est du contre-trolling, en fait. Voilà, dans cet espace de contre-trolling dans un cadre particulier, parce que Daesh il y avait un territoire, une opération, une coalition, et c'était quand même des crimes contre l'humanité totalement avérés. Donc il n'y avait pas de difficulté ou autre que le respect du code pénal aussi par les opérateurs qui étaient en opération. Donc c'est beaucoup plus compliqué de répondre à une ingérence d'origine russe ou autre chose. Je vais poser le chat parce qu'il y a des copains qui nous ont rejoints. Salut Julo, salut Caradoc, salut Jetset, salut Jimmy, salut Kotal qui pose une question. Il fait bonjour. Quelles sont les mesures prises pour lutter contre la désinformation russe sur les réseaux sociaux comme Twitter, X entre autres? Qui veut? Il y a Florence Parly, c'était en 2019, qui était ministre de la Défense, a officialisé la doctrine de la L2I, la lutte contre informatique d'influence. Et à l'état-major des armées, il y a 1 an et demi, à l'été, ils ont créé une cellule. Et donc tout ça, c'est le volet communication et ouverture. Mais derrière, je te laisse la parole, mais il y avait déjà des choses. Non, mais là, on n'est pas en guerre avec les Russes, donc les armées ne sont pas forcément en première ligne. On n'est pas en guerre contre les Russes, ce ne sont pas nos copains les plus proches en ce moment. Non, c'est pas en première ligne sur ce sujet. D'abord, le gouvernement a mis en place, il y a 18 mois maintenant, une agence qui s'appelle Viginum, qui est chargée d'observer toutes ces ingérences qui attaquent les intérêts ou l'État français, qui a dénoncé un certain nombre d'actes de manipulation, de désinformation menés par les Russes récemment. Viginum travaille avec l'ensemble des autres composantes du ministère qui ont plus de moyens techniques que lui, et l'État a à sa disposition un certain nombre de palettes pour répondre. Bon, maintenant, moi, je suis plus en activité. J'irais simplement caractériser une opération d'influence d'origine étrangère. Ça se fait, il y a des capteurs sur les réseaux sociaux, il y a du big data, il y a du traitement de l'information, c'est une priorité pour l'État français et les différents services. Oui. Après, la façon de répondre, l'État français va répondre avec tous les moyens à sa disposition, diplomatiques, policiers. Si ça devient trop important, éventuellement de la manœuvre militaire ou de l'avertissement militaire, et puis il y a des services qui font des actions secrètes. Donc l'État a une palette de réponses dont une partie ne sera pas forcément revendiquée ou mis. Mais c'est dans cet espace-là, c'est comme dans les autres espaces, à peu de choses près, les mêmes règles s'y appliquent. C'est un petit peu plus compliqué parce que c'est très gris et qu'à bout d'un moment, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, et c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué.
Das, t'as Caléo qui te demande ce que tu fiches ici. Il s'instruit. On discute d'Internet. On discute des internets. On discute des Internets, donc c'est un petit peu mon dada. On s'est dit que c'était un invité qui convenait bien. Comme dans tous les conflits modernes, la guerre qui vient d'éclater au Proche-Orient se joue aussi sur le cyberespace, sur les réseaux numériques sociaux. Mais on n'a pas encore vu de cyberattaque de grande ampleur. Qu'est-ce qui se joue sur ce théâtre-là? C'est un théâtre particulier? Je sais pas d'ailleurs, est-ce que dans le cyber, on appelle ça aussi un théâtre d'ailleurs? Oui. Je peux répondre pour tout ce qui est la vision occidentale. Oui, c'est un théâtre, plein, comme vous avez un théâtre maritime, un théâtre aérien. Je vous coupe, Amiral. Il y a Caléo qui dit je ne suis pas contre du tout. Il est très content que tu sois là. Pardon, Amiral. Merci, Caléo. Moi aussi, je serais content d'avoir ça. Ça fait un peu d'air. Ça change un peu des interlocuteurs habituels. Oui, c'est considéré comme un théâtre, c'est considéré comme un milieu. Le numérique, et depuis que Internet s'est connecté tout le monde, est un milieu dans lequel nos activités se déploient pour le mieux, pour des tas de volets positifs, puis il y a un volet négatif par manque de régulation. Mais c'est quelque chose dans lequel il faut rester optimiste. Je veux dire que la cybersécurité, c'est très pas inquiétant, mais quand on regarde tout ce que le net permet, c'est assez intéressant. Puis quand on regarde le nombre d'heures par jour qu'on passe dans le monde numérique, donc c'est un réel milieu. Avec de côté des nocifs, des attaques informatiques techniques, puis après tout ce qui sont les attaques informationnelles, et puis dans les attaques informationnelles qu'on va encore plus loin, c'est tout ce qui est la désinformation, tout ce qui est l'utilisation de l'IA générative, qui fait qu'en sorte aujourd'hui, on est plus sûr qu'une information numérique soit vraie. Donc il faut arriver à avoir des garanties de véracité, et puis c'est un milieu où vous avez toutes sortes de manipulations par des myriades d'acteurs qui s'interconnectent entre eux, qui travaillent en commun ou pas en commun, et ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'on caractérise du coup une vraie volonté d'attaque, avec des gros guillemets, hein, mais par exemple au lendemain de l'attaque du Hamas sur Israël, on sait qu'Israël a acheté des espaces publicitaires et qu'on s'est tous retrouvés très souvent avec des pré-rolls qui vantaient Israël et la réponse potentielle que le pays allait faire sur YouTube en fait. Est-ce que ça, nous on le voit, on se dit ok, il y a clairement une opération de communication qui est en cours. Est-ce qu'on passe la frontière de c'est de la propagande, et puis est-ce qu'on va plus loin, est-ce que c'est de la guerre informationnelle? Comment, parce que acheter des espaces pubs sur YouTube, c'est légal et normal sur un site commercial comme YouTube. Ça dépend de l'échelle et puis ça dépend à quelle fin. Comment est-ce que justement on qualifie ça en fait? Qu'est-ce qui permet de dire ok, là il y a une volonté politique derrière? C'est la grande ambiguïté de l'espace numérique. Ouais. Et effectivement, c'est aussi aussi un appel à la responsabilité des différentes plateformes de connaître leurs clients, de savoir que Monsieur X peut-être représente non pas Monsieur X journaliste, mais derrière un État. Et je veux dire que c'est une gageure, c'est un vrai défi. Ouais, c'est un vrai défi aussi principalement pour les démocraties qui sont beaucoup plus ouvertes que certaines autocraties. J'ai pas la solution, il n'y a pas de solution évidente, sinon atteindre un bon niveau de maturité, de vigilance face à l'Internet et face aux différents acteurs. Sur une opération comme ça, quelle réponse le gouvernement peut avoir? Aucune. En fait, c'est de la... Pas officiellement en tout cas. C'est de la com. Ouais. Elle est légale, les espaces ont été achetés légalement par des entités qui ont pignon sur rue, donc on peut rien faire à part voir le truc arriver en fait. Et donc, potentiellement, est-ce que si on avait une organisation terroriste comme Daesh ou Al-Qaïda qui essayait de policer, parce que eux, c'est vrai que leur façon de faire de la propagande, c'était un peu... Grossi. Oui, c'était un peu crado, dans tous les sens du terme. On voyait les ficelles, en plus de voir autre chose, et c'est pour ça qu'évidemment, il fallait absolument censurer ça, mais le jour où c'est des vidéos de décapitation, ce genre de choses. Le jour où ces gens-là décident de lisser leur discours pour faire un truc qui fonctionne et qui soit pas repéré en fait par tous les organes de modération de toutes les plateformes, qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'État français pour protéger la population de ça en fait? Enfin, faut déjà qu'ils se réorganisent. Oui, alors, mais on peut pas seulement compter sur le fait que. On n'est pas à l'abri d'un DH2.
Ouais, on ne peut pas compter sur le fait qu'en fait, ça soit des amateurs sur plein de sujets et que du coup, ils n'aient pas la présence. Mais d'autant qu'ils ne sont pas si amateurs que ça, vous exagérez. Non, mais c'était un peu. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient un peu grossi au début, après c'est devenu plus fin tout de même. Oui, c'est ça, ils se sont super bien ils ont vite pris le pli quand même. Et c'était très organisé en fait. Le service, la cyberdéfense a été face à des gens qui étaient notamment au CHAM et qui quand même avaient toute une organisation, une hiérarchisation et un savoir-faire numérique, quoi. Et quand je dis il faut qu'ils se reconstituent, c'est que vous voyez, c'est le côté matériel en fait. Oui, bien sûr. Non, mais enfin là, on parlait de Daesh, mais ça pourrait être n'importe quel autre groupe terroriste avec des visées politiques, parce que c'est ça qui les caractérise. Non, mais la complexité laisse un peu. Je ne sais pas, la complexité pour résoudre ces genres de sujets laisse un peu pantois. Ouais. Parce que c'est même des questions de droit là en fait. Oui. Bah, c'est toute la frontière entre la propagande, la désinformation, l'influence et la défense de ses idées. Voilà, il y a tout un panel. Est-ce que réguler avec des lois est une bonne solution, notamment que les lois s'appliquent que sur l'espace français alors que ça se passe ailleurs. Le dialogue avec les plateformes, il y en a plein qui se créent dans tous les coins. C'est vraiment quelque chose dans lequel aussi il faut. C'est peut-être une tarte à la crème. Ça repasse aussi par l'éducation, par la vigilance, une maîtrise. On est sur un temps beaucoup plus long, oui, totalement. Donc la réaction instantanée, on peut pas l'avoir avec ce genre. Vous pouvez l'avoir quand c'est effectivement très caractérisé. Non, je pensais aussi, tu sais, à l'histoire du charnier, là, dont on accusait les soldats français. Au Mali. Oui, voilà. Ouais, bien sûr. Bon. L'état-major a très vite, la France a très vite réagi. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une réponse aussi rapide de la part de l'armée française pour débunker quelque chose. Oui, peut-être qu'il faut que vous recontextualisez pour ceux qui nous rejoignent. En fait, non, en fait, parle trop. C'est trop parler. Le but, c'est de raconter une belle histoire. C'est pas d'ailleurs une belle histoire. Quand l'armée française a quitté le Mali, à la demande du gouvernement malien, d'ailleurs, on le rappelle, en fait, ils sont partis. Ils ont fermé leur base, mais ils ont laissé un drone en patrouille, en surveillance, et on a vu en fait des soldats qu'on considère être comme la force Wagner, c'était pas des soldats russes. Oui, puis il y avait, je crois, des soldats africains aussi. Mais il y avait des soldats africains qui étaient cornaqués qui se sont retrouvés à enterrer des corps et à faire comme s'ils venaient, en prenant possession de la base quittée par la France, ils venaient de découvrir que les Français avaient enterré des corps. Sauf que manque de bol, l'armée avait laissé le drone en station au-dessus, et du coup on a vu les forces partir, les autres arriver, enterrer les corps en question, et puis ensuite faire comme s'ils tombaient dessus par hasard. Donc j'ai trouvé ça super intéressant de voir que, pour le coup, le ministère des Armées a déclassifié instantanément quasiment les vidéos pour dire c'est pas nous, justement, dans ce monde de post-vérité, de mensonges caractérisés, pour prouver que justement il y avait quelque chose qui se tramait en fait, et que c'est pas parce qu'on se tire pas dessus qu'il n'y a pas. Voilà, c'est vraiment une guerre informationnelle. Vous prenez pas de grands risques en même temps. Il avait tout intérêt à le faire, l'état-major. Oui, mais en fait, c'est ce qu'on. Oui, mais jusqu'à présent, c'était plutôt la grande muette quand même. C'est comme ça qu'on l'appelle, l'armée française. Donc. Derrière, pour ce truc-là, ça suppose d'être sur les réseaux sociaux, d'avoir des certain de choses, voilà. Donc une certaine maturité. Tu as dit tout à l'heure, la doctrine en matière de lutte informationnelle était en place, a été annoncée en 2019. Donc c'est le fruit de toute cette montée. 2013, j'avais moins d'une dizaine, j'ai une petite quinzaine de personnes parce qu'on avait déjà été engagé sur les réseaux sociaux. Au moment de 2016, j'avais plus d'une centaine de personnes sur ces sujets-là. Savoir après comment. C'est le côté comment réagir qui est le plus compliqué. Trouver des informations ou ainsi de suite, c'est ça qui est. J'imagine que quand. Voilà. Et si ça ouvre aussi au sein du ministère des Armées des tas de métiers intéressants, aussi bien des métiers de hacker. J'allais vous poser la question. Il y a quoi Qu'est-ce qu'on a comme équipe Il y a des profils qui sont très très différents. Ça va dépendre sur les équipes qui vont faire de l'attaque informatique pointue, c'est-à-dire de l'offensif. Je ne parle pas du défensif. Le défensif, vous avez exactement les mêmes métiers que dans le monde civil. Il n'y a pas de différence entre défendre
des réseaux du ministère des Armées ou défendre des réseaux de, j'en sais rien, EDF, sinon la complexité, la diversité et la taille. Je crois que le ministère des Armées est l'organisation la plus complexe en Europe. Vous avez de la haute technologie, des sous-marins, des trucs dans ce genre-là, vous avez des hôpitaux, vous avez des hôtels, vous avez des tas de choses. Par contre, l'offensif, il y a deux choses. Quand vous faites une opération offensive, vous avez besoin bien sûr de gens qui fabriquent l'outil informatique, donc des ingénieurs ou des ingénieurs innovants. Parce qu'il faut arriver à trouver l'endroit par où passer. Et puis vous avez des gens qui sont responsables du côté fonctionnel. Pour attaquer un bateau, faut trouver l'endroit intéressant pour attaquer. Et vous n'allez pas attaquer typiquement l'endroit le plus protégé. Vous allez essayer de chercher, trouver la faille. Vous voulez attaquer un bâtiment, et pour neutraliser un certain nombre de choses, la climatisation, c'est quand même pas mal. Parce que quand la climatisation tombe, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est généralement beaucoup moins protégé que le système d'information ou le système de production ici, ainsi de suite. Ça, c'est pour la partie. Quand vous êtes dans la partie informationnelle, faites une combinaison des deux. Vous avez besoin de gens qui soient des très 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 bons bidouilleurs informatiques, qui connaissent bien les architectures des réseaux sociaux pour savoir comment je passe, comment j'observe, où est-ce que je peux trouver. Et puis derrière, des gens qui sont plutôt des sociologues, qui viennent plutôt des sciences sociales, et géopolitiques, et qui donnent du sens, qui sont capables de comprendre globalement. Mais tous, dans les deux domaines, c'est innovation technique et innovation d'usage ou innovation tactique, pour essayer de garder ou reprendre l'ascendance sur quelqu'un qui est en face, et lui aussi en face d'innovation. Extrêmement agile, quoi. Des sortes de géo trouvent tout. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à réfléchir à ce domaine-là en parlant uniquement de la pure compétence technique et technologique, alors que l'ingénierie sociale, elle joue à plein. C'est ce que dit Modeste, le fameux social engineering. Bien sûr, parce que dans le cas, par exemple, de... Tu peux expliquer peut-être en un mot ce que c'est l'ingénierie sociale, en fait, c'est faire en sorte de réussir à porter une attaque sans moyens techno. C'est-à-dire que si on prend le cas de Stuxnet et de l'usine iranienne n'était pas connectée à Internet et regardait pas YouTube. Il y a un moment, il faut un élément humain. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui trouve une clé USB par terre et puis qui décide de la mettre dans son terminal au travail et qui permette en fait de porter le vecteur qui ensuite va faire tomber le système. Et on a vu là très récemment, le cas d'une personne qui s'est fait escroquer dans un faux appel téléphonique avec des faux collègues en deepfake. À Taïwan, il me semble que c'était il y a 2-3 jours. C'est très récent. Avec des dizaines de millions c'est-à-dire que lui, en fait, on sait que l'ingénierie sociale, par exemple, c'est quand des pirates pénètrent, par exemple, une grande entreprise française, ils vont pas attaquer directement. Souvent, en fait, ils se cachent dans le réseau et ils observent qui parle à qui, comment, quelle est la chaîne hiérarchique. Et ensuite, une fois qu'ils ont une map à peu près complète de la structure de la société, là, ils se mettent à envoyer des faux emails de la part du patron à l'assistante qui demande de déverrouiller des choses. Et ça, c'est 100% des humains qui le font. Il n'y a pas de robot derrière qui est chargé de ça. Donc, l'ingénierie sociale, c'est ça, c'est observer des aussi. Petites choses, souvent. C'est des petites choses qui mènent à d'autres petites choses, qui mènent à un environnement de confiance. Il y a parfois des attaques qui ont été déjouées parce que l'assistante avait parlé d'un sujet avec son patron 12 minutes avant et que le mail ne matchait pas, ça allait pas, ou alors que la tournure de phrase, ça ressemblait pas à la personne qu'on connaît réellement. Donc c'est super important, le facteur humain dans tout ça. Si on reste juste sur simplement de la tech, des devs et des virus, ça va pas aller très loin en réalité. Il faut que l'humain soit partie prenante, des deux côtés d'ailleurs. Amiral. Oui, non, moi j'aurais pas dit mieux. Mais c'est vrai que quand vous faites de l'attaque informatique, il faut à un moment donné une complexité voulue ou pas voulue pour pénétrer le réseau. Et c'est pour ça que l'hameçonnage, la forme de pénétration la plus simple aujourd'hui, c'est le mail piégé. Quand vous balancez plein de mails piégés, j'en sais rien, sur une entreprise, il suffit d'un pour qui rentre et qui permette de mettre une petite tête de pont. Et après, la tête de pont qui est très discrète, elle va parler à l'extérieur, elle va s'étendre. Et puis le Graal, c'est quand vous arrivez à piquer le compte d'un administrateur. Ouais. Et puis l'autre Graal, c'est quand vous prenez le contrôle de la tour de contrôle d'un réseau qui s'appelle l'Active Directory. Et là, c'est le Graal pour l'attaquant, parce que du coup, vous êtes installé dans le réseau, vous êtes à 10 000 km, vous observez, vous pouvez même donner des ordres, voilà. Et puis vous pouvez. Il y a des époques où on avait certaines attaques, on s'est aperçu que les gens étaient installés depuis 2 ans, 18 mois, et ainsi de suite. Et puis derrière, quand vous êtes installé comme ça, vous n'avez pas envie de vous laisser sortir. Donc sortir un attaquant un peu sophistiqué d'un grand réseau, c'est un combat.
Et c'est un combat qui coûte très très cher. On avait estimé qu'en gros, sur un réseau important, c'était quasiment 2 ans et demi d'investissement. Donc c'est pas rien. Très vite, quand vous avez un réseau de plusieurs dizaines de millions de postes, ça se compte en dizaines de milliers d'euros, sans parler des traumatismes pour vos équipiers, des traumatismes pour les équipes informatiques, et une attaque informatique, notamment même en crypto-locker ou par blocage, c'est un traumatisme au bout d'un moment pour les équipes informatiques. Et donc vous vous trouvez très vite à devoir gérer une crise informatique, plus une crise dans le monde réel, parce que ne pas avoir d'outils informatiques pour travailler pendant 2 jours, tout le monde est content. Une semaine, 15 jours, ça devient compliqué. Et vous avez des hôpitaux, vous avez des régions où, typiquement, la région PACA, ils ont communiqué, ils n'arrivaient plus à délivrer des permis d'inhumer. Donc ils ont été obligés de stocker les cadavres dans des chambres réfrigérées. Donc voilà, c'est des sujets très 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 concrets qui deviennent, et si c'est pas jugulé au départ, c'est dans le monde réel que ça bascule très très vite. Il y a Jimmy qui dit le social engineering, mais aussi de l'OSINT. LinkedIn est super pour avoir l'organigramme d'entreprise ou d'organisation. Oui, l'OSINT, donc c'est le renseignement en source ouverte, c'est-à-dire réussir à obtenir des informations sur les gens sans forcément violer leur intimité, uniquement par le biais de ce qu'ils postent volontairement eux-mêmes sur les réseaux. Et on voit par exemple sur Twitter les chaînes de tweets du style choisis le mois de ta naissance qui correspond à un acteur, et voilà, tu dis moi je suis Bradley Cooper, ok, donc t'es né en juillet, voilà, c'est ça. Et en fait et ton chiffre préféré, parce voilà, que tu prends ta date de naissance. En regroupant toutes ces variantes, on peut réussir en fait à avoir la date de naissance, le lieu de naissance, le mode de vie d'une personne qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais vue en fait. Et les gens, sous le couvert un peu ludique, ça donne à ce truc-là, de la même manière que en fait, le plus grand défi pour les responsables de sécurité informatique en entreprise, c'est leurs propres collègues qui sont pas du tout éduqués à ce genre de menaces. Pour en revenir aux armées, à une époque, vous savez, sur Facebook et tout ça, il y a des groupes de femmes, etc., qui parlent beaucoup. Et en fait, on a donné des consignes justement pour qu'elles soient plus discrètes, pour pas qu'on sache où ils habitent, en fait, les militaires avec leur famille. Et récupérer toutes ces informations-là. C'était super intéressant, ils avaient justement, avec la force Barkhane, uniquement en se connectant sur Strava, les militaires qui faisaient leur jogging et qui uploadaient en fait leurs courses. C'était autour de la DGSE ou c'était pas... Non, c'était il y avait Mali aussi. Parce que j'ai eu la même histoire avec le siège de la DGSE, il me semble. Là, il y a eu plusieurs affaires, notamment y compris au Liban. Ça se raconte, c'est rigolo. C'est malheureusement rigolo. C'est rigolo. Pour moi, c'est des fautes... C'est bien terminé. Ça s'est bien terminé. Oui, mais c'est des fautes de sécurité. Les gens qui partent en opération extérieure, à part sont briefés sur un certain nombre de choses. Le type qui s'amuse à enregistrer son footing alors qu'il est en opération Barkhane ou qu'il est en Liban, c'est une faute professionnelle, c'est une sanction disciplinaire. Il y a un moment, faut arrêter de mettre en danger la vie de sa vie et la vie des autres et de ses familles. Voilà, mais effectivement, c'est tous ces montres connectées. En plus, les militaires aiment bien faire du sport. Voilà, il y a des mesures en fait, de ça délimitait précaution. Le périmètre de la base juste en regardant les tracés des courses, parce qu'en plus, Strava permet normalement de masquer le départ et l'arrivée. Là, c'était départ-arrivée claire, complètement transparente. Non, mais l'OSINT te permet de récupérer énormément de choses sur les gens. Le défi là-dessus, c'est que justement, puisque maintenant absolument tout le monde est connecté tout le temps et laisse des traces de sa vie sur l'espace numérique, est-ce que justement le fait d'un seul coup avoir quelqu'un qui disparaît n'est pas aussi un indicateur de dire là il est en opération, parce que jusqu'à présent on le voyait un petit peu et on le voit plus du tout là. En fait, il y a un double défi là-dessus, c'est que oui, alors on sait pas où il est, mais on sait qu'il est plus là. En tout cas. Oui, petite anecdote, vous avez beaucoup de sites qui surveillent les aéronefs. Donc, c'est Flight Radar, Flight Radar et ainsi de suite. Donc, vous avez des aéronefs militaires, quand ils décollent, ils sont dans la circulation aérienne générale. Donc, ils ont un indicateur qui s'appelle IFF. Donc, ils sont reportés. Et au moment des époques sur la Libye, effectivement, les aéronefs étaient reportés. Quand ils rentrent en phase d'opération militaire, ils coupent. Et voilà. Donc, on se doute que peut-être qu'ils sont là. Et puis, du coup, il y avait un observateur qui a dit deux Mirage 2000 sont en train de survoler les côtes libyennes, et un observateur sur la côte, ils viennent de passer. Voilà. Et donc c'est un véritable défi. C'est comment, justement, avec toutes ces sources qui sont absolument légales, on sait que, par exemple, Flight Radar et des sites similaires ont été utilisés, par exemple, pour traquer Elon Musk quand il prenait son jet pour faire 500 km
km entre le Texas et la Californie. Donc c'est des choses qui peuvent être utiles aussi pour justement voir un petit peu, notamment avec cette volonté aussi de mettre en avant l'écologie, de voir la gabegie qu'on peut avoir avec des modes de transport privés polluants, etc. Donc c'est quelque chose qui part d'un bon sentiment, mais qui peut potentiellement effectivement être utilisé pour traquer des Mirage 2000 qui coupent leur transpondeur au moment de passer en mode actif, quoi. Et moi, la question que j'ai à chaque fois, c'est mais comment est-ce que ce sujet-là est pris en charge et même compris par les personnes qui nous dirigent? Parce que c'est vrai qu'on se dit on est habitué à l'administration française, on se dit c'est pas forcément l'administration la plus réactive et la plus en phase avec. Elle est complexe à tout le moins. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, pour rester effectivement dans un cadre sympathique. Et en fait, c'est un vrai défi, même pour nous, le peuple, d'essayer de comprendre. Mais attends, est-ce que vraiment ils ont conscience de ce truc-là? Je veux dire. Si on avait dit aux militaires qui faisaient leur footing avec Strava que potentiellement ils allaient pouvoir donner de l'information à l'ennemi, ils l'auraient jamais fait d'eux-mêmes. Donc est-ce que vraiment ils sont briefés plus que la partie sanction, je veux dire vraiment de l'éducation à l'outil numérique Bon, c'est quand même un bon paquet d'années maintenant qu'avant les départs en OPEX, ils sont en opération extérieure, ils sont briefés. Mais la bêtise humaine n'a pas de limite, elle ne s'arrête pas. Voilà. Au port de l'armée. C'est pour ça. Alors ils sont briefés sur quoi, par exemple? Donc pas les montres connectées. Pas de montres connectées, pas faire de mélange de vie privée et vie sociale, d'éviter les réseaux dans lesquels, quand vous êtes au Liban à côté des Israéliens, vous n'avez pas des enfants de cœur, donc dans l'espace numérique, voilà. Éviter aussi de raconter trop de choses aux familles, tout en leur disant des informations. Voilà. Donc il y a des briefings qui sont faits par l'armée de terre, la marine, ainsi de suite, sur les mesures de protection. Il y a même un guide qui existe. Les bonnes pratiques en OPEX. De bonnes pratiques en OPEX, oui. Et puis, quand il y a une OPEX, une opération extérieure, et qu'il y a évidemment toute une partie sécurisation des communications. Et donc, ça permet... Moi, je serais très intéressée de voir comment ils font là pour les JO, parce qu'il y a des militaires qui vont être mobilisés, notamment sur... la parade, si elle a lieu sur la scène. Et je pense que là, normalement, tout est... tout ce qui est officiel, les ordres qui passent, etc. La manœuvre, elle est protégée par des gens qui s'occupent de sécuriser les réseaux militaires. Et souvent, il y a aussi des Wi-Fi. Peut-être que tu me contrediras, mais il y a des espaces Wi-Fi en fait qui sont plus sécurisés pour que justement les militaires puissent échanger avec leur famille. Il n'y a pas que leur portable. Des bulles Wi-Fi un peu super sécurisées. Mais alors, est-ce que ça va pas aussi en opposition avec la volonté d'ouverture de l'armée, notamment, alors peut-être pas pour la France, mais en tout cas on sait que par exemple en Israël on a des tankistes, on a des membres de l'infanterie qui se filment, qui font des stories limite Instagram ou Snapchat ou TikTok pour montrer qu'ils sont en train d'être en opération, qu'ils sont avec leurs amis de leur escadre. Alors ça participe peut-être aussi d'une campagne, pas de propagande, mais certainement, non? Est-ce que ce genre de... S'ils laissent faire, c'est que ça a un intérêt. Est-ce que ça c'est spontané, ou est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un côté... Parce que les Israéliens ne sont pas réputés pour être légers sur ces questions-là. Ouais. Mais peut-être que si... Non, moi je peux vous répondre sur deux choses. Sur les bulles Wi-Fi qui sont déployées sur les théâtres d'opérations extérieures. Je parle de choses que je connais, dans les époques auxquelles j'étais en charge. Ces bulles-là, effectivement, elles sont apportées, c'est du Wi-Fi qui est apporté par un prestataire des armées. Vous avez une bulle, la bulle elle est rapatriée directement en France, on n'utilise pas les opérateurs locaux, et elle rentre en France ensuite sur le réseau de notre partenaire, puis sur l'attaque Internet là. Donc les flux ne se baladent pas. Après, ça fait partie de pas mettre les photos de l'endroit où on est quand on est force spéciale en opération à différents endroits. Oui. Après, prendre des photos de ses copains quand on est dans une base arrière à un tel endroit. Voilà, c'est là où c'est la part des choses, et avec des consignes qui sont données. Mais est-ce que officiellement, non, officiellement, il y a des. Bon, est-ce qu'il est interdit d'utiliser, par exemple, Twitter, Instagram? Est-ce que c'est vraiment écrit noir sur blanc? Vous n'avez pas. Je sais pas répondre. C'était pas vraiment la préoccupation en 2017 quand j'étais. Là, je sais plus vous répondre.
chiant. tout cas, c'est pris au sérieux et c'est la responsabilité des commandants d'unité de faire son job. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de soldats qui soient sur Twitter. Oui, c'est plutôt des responsables, beaucoup, ainsi de suite. J'en ai vu beaucoup des... Non, justement, en fait, j'en vois pas voilà, de l'armée. Mais après, l'armée française n'est pas forcément en opération déclarée. Les militaires sur Twitter, ça existe quand même. Moi, j'ai Oui, déjà vu. Oui, mais il faut. Enfin, je pense. Et là, par exemple, il y a Air Coyote qui quoi. dit pas de Tinder en zone de guerre. Bon, alors, en zone de guerre peut-être, mais des militaires sur Tinder, sur Grindr, sur ce que vous voulez, ça existe quand même aussi. Oui, bien sûr. Ce sont de nouveaux canaux hyper vulnérables. En fait, c'est des êtres humains, quoi. Ce sont des êtres humains. C'est la faille humaine, quoi. Voilà, c'est la faille humaine. Pour ça que le militaire est mis en. Il vit la société française, il fait ce qu'il veut quand il est en France. Quand il est parti en OPEX, il prend un certain nombre d'engagements de après, quand je dis la bêtise humaine, voilà, non, mais la discrétion, c'est évident, et je pense que tous les militaires, enfin en tout cas une grande partie, en a conscience. Oui, parce qu'en fait, cette communication qui apparaît comme spontanée et transparente de la part des militaires qui sont réellement en active et carrément sur un théâtre d'opération, ça fait aussi partie de la stratégie de séduction des armées pour recruter, pour non, mais attends, donner envie aux gens Là, c'est pas la même chose. Soit on parle d'actes individuels, de militaires qui individuellement se montrent. C'est totalement privé. Après, vous avez la structure qui fait de l'influence. Et effectivement, c'est une influence revendiquée. C'est une unité qui fait ça, qui est à Lyon, qui s'appelle le Centre interarmé d'action dans l'environnement, qui va promouvoir l'action des militaires françaises pour montrer son bien fondé. C'est les spots télé, c'est ce genre de... Non, mais même sur les réseaux sociaux, sur le théâtre. D'accord. Oui, okay. c'est parti. Voilà, donc la lutte informatique d'influence fait aussi partie de ces structures pour produire un effet qui est de faire accepter les forces françaises sur les théâtres, et de contrer la propagande adverse. Typiquement, des exemples en 2013 en RDC, quand les militaires français arrivaient, vous aviez des gens qui diffusaient sur les radios des photos de la guerre d'Espagne où on vous montrait quelqu'un en train de se faire rôtir et torturer. On dirait c'est les militaires français. Vous avez mis assez viral aussi. Vous aviez des photos d'accidents de voitures absolument immondes qui avaient été prises au Libéria, qui étaient les militaires français vont vous faire ça. Puis le mieux, c'était la rumeur. Les militaires français arrivent avec leurs chiens pour violer les femmes. Voilà. Donc les réseaux sociaux n'étaient pas encore très développés, mais c'était le genre de choses qu'il fallait dire. Attendez. Voilà, soyons sérieux. Puis sans pas parler des images ou des photos de pseudo-militaires français qui étaient en train de piquer de l'or dans des... Voilà. Et là, c'est là où vous avez commencé à monter la propagande russe. Voilà. Il y a Volka qui suggère Twitch en OPEX. Je vais soumettre ça à ma direction. Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Mais pourquoi pas? On peut tout essayer. Il faut demander en tout cas. Déjà, il faut de la bande passante. Il faut, à mon avis, pas mal d'assurance aussi. Bon, vous avez Skyrock. Skyrock qui a lancé une radio en partenariat avec les armées, donc j'ai oublié. Pierre Bélanger qui est très très attaché à tout ce qui est valeur de la défense, des valeurs françaises, de la souveraineté numérique. Vous savez, à Radio France, on est très aussi attaché aux valeurs de la République et de la démocratie. En particulier, Volka qui dit de toute façon, si c'est sensible, il y a des brouilleurs. Non, on peut pas tout brouiller. Il me semble. Et puis par ailleurs, si on brouille un endroit, on voit que c'est brouillé, donc on sait où on est. Pareil. C'est un peu le même truc. À partir du moment où ça brouille, c'est qu'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose. Amiral, vous parlez beaucoup des forces spéciales dans votre livre et de l'utilité parfois de les accompagner d'une équipe cyberoffensive. C'est quoi cette configuration ? Cette configuration, c'était à l'époque où il fallait que les capacités cyber, à qui on avait donné beaucoup de moyens, fassent ses preuves. Donc, pour faire nos preuves, faire des démonstrations, c'est bien, mais il fallait quand même faire d'autres choses. Donc c'est cette époque-là où s'est passé les premières opérations offensives en appui à la sécurisation des derniers convois qui sortaient de la Kapisa en Afghanistan, qui était comment sécuriser et brouiller tout ce qui, pas brouiller, parce que c'est l'attaque informatique, désorganiser les talibans au moment où les convois passaient. Et puis après, comment travailler avec des forces spéciales qui progressent et comment leur apporter une capacité de pénétration informatique. Typiquement, c'était un exercice où on intégrait une équipe cyber qui était en liaison avec sa plateforme qui était à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres. C'était un exercice fait en France. Donc progression avec les forces spéciales sur plus de 50 kilomètres, pénétration dans une base hyper protégée qui était le cœur, qui était la base, l'état-major du force spécial, justement,
justement, avec des télésurveillances, l'orage des caméras extérieures, pareil, des fausses images, pensées à distance au bon moment, ouverture des portes ou l'orage du réseau interne et pénétration du réseau interne, puis in fine, comment électroniquement on ouvre le coffre-fort pour prendre des photos, repartir. Voilà. Donc tout s'était très bien passé, mais l'élément d'enquête se fait choper par des chiens en sortant. Voilà. Une opération force spéciale cyber qui s'est remarquablement bien passée. Puis les 5 dernières minutes, le cas non conforme des opérations militaires, il y a un petit grain de sable. Là, c'était des chiens qui avaient été bizarrement lâchés à cet endroit-là. Et l'herbe avait été coupée. Donc on les voyait bien. Mais le but, c'était on avait demandé quand même beaucoup de moyens. Dans les couloirs, on parlait plutôt de cyber bling bling. C'est quoi votre truc ? Il faut savoir que c'était quand même une époque où les armées perdaient 30% de leurs moyens par an. On était en découpe et en même temps, moi, j'ai à la fois le seul matin, budget qui augmentait un petit peu. Voilà, le seul budget qui augmentait. J'arrivais à la création de plusieurs milliers de postes. Donc c'était pas forcément très très bien vu de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine qui perdaient des régiments à tour de bras. Donc il fallait assez rapidement montrer qu'on avait un intérêt, quoi. Voilà. On était entre 2012 et 2012-2013 à peu près. Okay. Chers amis, il est 12h59 passé de 48 secondes et je vois que mes invités du deuxième plateau sont en train de patienter dans le couloir avec Joey. Avant de vous laisser le mot de la fin, amiral, pourquoi on ne dit pas mon amiral ? Parce que la marine est assez attachée à ses traditions. Il paraît que ça pourrait remonter à un épisode de Napoléon, puisque après. Il paraît que c'est une légende, ça. Oui, je pense que c'est une légende. De la marine, on dit pas. En fait, l'universification, c'est que le mot, c'est la contraction de monsieur, et dans l'armée de terre, c'était plutôt utilisé, c'était pas utilisé en marine. Voilà, mais je suis pas sûr de mes sources. Je suis pas un vrai. J'attendais que vous fassiez une petite enquête réelle. C'est raté. Faut chercher sur Internet. Mais par contre, vous allez chercher sur Internet. J'incite le chat à chercher, bien sûr, sur Internet. On va essayer de regarder. J'ai quand même une petite question. Des fois que ça susciterait peut-être des vocations dans le chat. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon marin ? Et là, je m'adresse aux marins. Être attiré par le fait maritime, vouloir une vie variée, aventureuse. Vous verrez l'intérieur début de mon bouquin où je raconte un peu ma carrière, la diversité de postes, diversité de voyages. C'est la diversité, je pense que moi je retiens de ma carrière, c'est la diversité des emplois que j'ai pu tenir de façon très très différente tout au long de ma carrière. La confiance que l'institution fait à ses jeunes officiers. Moi j'ai commandé mon premier bateau, j'avais 27 ans, il y a quelques scènes de mer, de tempête effroyable au large de la Bretagne à cette époque-là. Voilà, c'est ce que je retiens, c'est ce que à peu près je retiens. Oui, vivre autrement. Merci Arnaud Coustillère, vice-amiral d'escadre, un peu le papa de la cyberdéfense du ministère des Armées. Le mot de la fin, Daz. Oula, le PP de la cyberdéfense. Le vieux père. Vous avez le choix entre Pépé et Gigolo. Je vous préfère en Pépé qu'en Gigolo. Ouais, je préfère Pépé quand même. Le mot de la fin, non, j'en ai pas parce qu'il n'y a pas de fin. C'est Internet, c'est éternel. Donc abonnez-vous. C'est un mot de la fin. Il faut lire la fin du bouquin aussi. Je vais le lire, je vais le terminer, bien sûr. Aude Leroy, le mot de la fin. J'ai trouvé que c'était une aventure passionnante et je côtoie ce monde depuis 2011 où je suis arrivée à la rédac en disant je voudrais m'occuper de la sécurité au sens large, donc ok la sécurité routière, mais il y a un truc là, la cyber, et je regrette pas une seule seconde parce que ça fait plus de 10 ans que j'apprends des choses tous les jours et que c'est passionnant. Merci Aude Leroy. Merci à tous les trois. Je vous chasse de manière très inélégante du studio pour accueillir mes invités suivants. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous être transportés au 3e étage de la maison de la radio pour cette heure fort sympathique et qui a visiblement beaucoup plu au chat parce qu'il y avait plein de questions. J'ai pas pu toutes les passer. Il est 13h03. Bon retour chez vous et revenez bien sûr quand vous voulez. Salut le chat. Salut les amis, merci beaucoup. Et j'accueille, vous allez les voir dans un instant. Il est 13h02, passé de 46 secondes, on quitte l'armée, on quitte les soldats, on quitte la souveraineté des cyberguerres pour rester sur la toile, où l'ennemi, cette fois ce n'est pas un État ou un bataillon, mais un maître chanteur malveillant. C'est devenu l'une des principales menaces sur les réseaux sociaux, la sextorsion, ce chantage qui consiste à réclamer de l'argent, menaçant la victime de diffuser des vidéos intimes. Il faut dire que le nombre de signalements a littéralement explosé. En 3 ans, on est passé d'une dizaine de cas recensés à 12 000. C'est dire s'il y avait un sujet. Et justement, pour en parler avec nous, bonjour mesdames, bienvenue. Vous avez de l'eau, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez chacune un micro.
Pour en parler avec nous de ce sujet, à mes côtés, Margot Steve. Salut Margot. Salut. On te connaît bien. Tu arrives directement du 4e étage. Tu es journaliste au service PJ, le service police justice de France Info. Tu as enquêté sur ce sujet de la sextorsion. Une enquête à lire et à écouter sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Jérémy va peut-être vous mettre le lien dans le chat. Salut Margot, bienvenue chez toi. Véronique... Vous ressemblez toutes les deux d'un seul coup. C'est vous, Véronique? Non, c'est moi. Véronique, pardonnez-moi. Véronique Béchu, on ne s'est pas encore rencontrés. Bienvenue sur le talk de France Info. Bonjour madame. Vous dirigez le pôle stratégique de l'OFMIN. L'OFMIN, c'est l'office mineur au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Vous êtes officier de police au sein de la brigade de protection des mineurs. Vous êtes les deux, ou maintenant vous êtes plus l'une que l'autre? Non, en fait, je suis toujours policier. Je travaille toujours dans le domaine de la lutte contre les violences graves faites aux enfants et notamment sous l'angle de l'exploitation sexuelle. Donc, je suis à la fois enquêtrice dans ces matières et à la fois chef du pôle stratégie de l'office mineur. Merci Véronique, je suis à vos côtés. Céline Lassolf, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste et vous représentez notamment, entre autres, la Fondation pour l'enfance. Bonjour maître. Bonjour. J'ai à peu près tout bon dans... C'est ça, tout bon. C'est beaucoup plus simple pour les avocats. La cible des escrocs sont dans la majorité des cas des adolescents. La plupart ont entre 15 et 17 ans. Beaucoup sont des garçons, pas que. Margot, ton reportage que je vous incite à aller lire et à écouter sur le site de France Info, il commence avec le témoignage de Nina. C'est qui Nina? C'est quoi son histoire? Après, on écoutera son témoignage à Nina. Alors Nina, c'est une jeune fille qui a 18 ans et qui a accepté de me raconter ce qui lui est arrivé il y a environ 1 an. Donc à l'époque, elle a 17 ans, elle est mineure, elle va très mal. C'est une jeune fille vulnérable pour plein de raisons et elle est contactée par quelqu'un qui se présente comme un jeune homme de 23 ans sur Instagram. Et en fait... Nina, elle est un peu seule et elle va commencer à se confier auprès de ce jeune homme qui est très à l'écoute, qui va la mettre en confiance. Et puis elle raconte cette bascule en fait très vite. Ça commence à aller sur un terrain sexuel. Il lui demande des photos, des vidéos. Et en fait va se mettre en place immédiatement un chantage. Alors d'abord c'est je vais contacter tes amis, ton école, ton travail parce qu'elle est apprentie. On va peut-être le faire dire à Nina si tu veux bien. Cyril, tu peux peut-être jouer le témoignage de Nina. Il m'a demandé d'envoyer des photos, des vidéos, de l'appeler, de me déshabiller. Il me menaçait. Il avait trouvé mon école et mon adresse, la maison où vivait mon petit frère. Et après, si je le faisais pas, j'avais le choix d'envoyer des sommes d'argent. Ouais, c'était un enfer. Et jusqu'à un jour de trop où j'ai fait une tentative de suicide. Je faisais déjà pas confiance à grand monde. Je fais maintenant plus confiance à personne. T'as fait confiance à toi. Tu l'as trouvé comment, le témoignage de Nina? Je l'ai trouvé fort et je l'ai trouvé précis. C'est vrai que c'est pas facile, ça n'a pas été facile de l'amener à raconter un peu en précision. Puis il y a une honte, en fait, qu'on sent, une culpabilité dont elle m'a beaucoup parlé aussi. Dire en fait j'ai envoyé ces photos, j'ai envoyé ces vidéos, alors oui j'avais peur mais j'aurais dû arrêter plus tôt et en fait c'est compliqué parce qu'elle est isolée, parce qu'elle a honte et donc en fait elle va se mettre à payer Nina très rapidement, alors on en reparlera mais c'est le cas pour beaucoup de jeunes victimes et puis c'est des grosses sommes pour un jeune, en plus c'est 100 €, 200 € qu'elle envoie pendant des mois et elle, le déclencheur, et c'est tragique, mais ça a été une tentative de suicide, une hospitalisation et une infirmière qui a réussi à la faire parler et à la mettre en confiance. Mais c'est allé extrêmement loin. Véronique Béchu, Céline Lassolf, ces histoires-là, elles sont nombreuses, des Nina, il y en a beaucoup? Alors, je vais peut-être répondre. Oui, sur les signalements, je pense. Voilà. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup, mais on les voit. Il y en a beaucoup trop, et il y en a de plus en plus, surtout. En fait, l'Office mineur est le point d'entrée à l'international pour toutes les modérations des plateformes de l'Internet où on détecte des comportements quels qu'ils soient, des contenus pédocriminels. Et donc, on est de plus en plus avisé par ces plateformes du net de phénomènes de sextorsion. Pour vous donner un chiffre, en 2023, nous avons reçu entre 10 et 12 000 signalements, alors que l'année d'avant, nous n'en avions que quelques centaines. Donc ça a vraiment explosé. C'est à la fois de la sextorsion à but sexuel, c'est-à-dire que le maître chanteur va réussir à avoir de plus en plus de contenu pédocriminel de l'enfant. Alors là, vous visez des adolescents, mais des fois, c'est même des enfants plus jeunes, même prépubères.
puisqu'il y a une étude qui est sortie et qui explique qu'entre 8 et 18 ans, 39% des enfants, des mineurs, estiment qu'envoyer des photos de nus est quelque chose de tout à fait normal. Donc en fait, la sextorsion, ce n'est pas seulement les adolescents de plus de 15 ans, absolument pas. Ça, c'est vraiment un message à faire passer, c'est que ça peut aussi ça concerne aussi des enfants et des enfants jeunes. Voilà. Donc ces contenus pédocriminels sont évidemment après échangés au sein de la communauté, des membres de la communauté pédocriminelle en ligne, que ce soit sur le Clearnet ou le Darknet. Et il y a une autre forme de sextorsion qui a été aussi évoquée par Nina, c'est la sextorsion à but financier, qui, en fait, le but de ces individus n'est pas nécessairement d'avoir du contenu pédocriminel, c'est pas ça qui intéresse, c'est de pouvoir avoir un moyen de pression pour obtenir de l'argent. Et ces maîtres chanteurs, en fait, sont des réseaux de criminalité organisée, la plupart du temps qui ne sont pas en France, et c'est ce qu'on appelle on appelle ça des brouteurs, qui sont de plus en plus professionnalisés, qui ont la possibilité de mettre en ligne des sites, des profils extrêmement réels avec du contenu qu'ils alimentent régulièrement, etc. Et en fait, la plupart du temps, ce sont des profils de jeunes filles mineures et qui servent d'appât à majoritairement des garçons, des adolescents garçons. On s'est aperçu que la sextorsion à but financier touche majoritairement des jeunes garçons, alors que la sextorsion à but sexuel touche majoritairement des jeunes filles. Donc ce sont des contenus qui après repartent en vidéo sur des sites pédocriminels Tout ou des réseaux. Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on envoie une image, même si on le fait de manière consensuelle, et ça c'est vraiment un message à faire passer aux jeunes, tout envoi en ligne d'une vidéo ou d'une image, après on en perd absolument la propriété et on ne contrôle plus sa diffusion. Donc même si au départ on est d'accord, ce qui est un choix, et on ne peut pas dire aux enfants de ne pas le faire, après c'est un choix, il faut savoir que si on le fait, même si on a confiance dans la personne à qui on envoie ce contenu, en fait ce sera incontrôlable, ils ne pourront plus savoir ce qui en est fait. Alors on en perd la propriété de fait, on en perd pas la propriété en droit, maître, il me semble. On n'en perd pas la propriété en droit, mais enfin, je ne suis pas sûre qu'on soit sur le thème du droit à l'image ici. Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que sextorsion, ça semble être un mot tout nouveau et on a l'air de découvrir qu'un lien peut exister entre chantage et acte de nature sexuelle ou demande de nature sexuelle. C'est d'une certaine manière vieux comme le monde. D'ailleurs, je crois qu'en termes d'âge, on n'a pas tellement de limitations puisque je crois qu'hier soir, Le Monde parlait d'une histoire de sextape qui concernerait un sénateur. Bon, donc finalement, à travers les âges, ça a toujours existé. Simplement, ce qu'on observe et ce que vous confirmez, Madame Béchu, c'est la jeunesse des victimes et la jeunesse des auteurs. Parce qu'au départ, on était quand même plus sur une présomption d'adultes qui demandaient des images à des enfants, ce qui est toujours le cas évidemment, mais on a aussi, et c'est là que vous parliez d'âge extrêmement jeune, puisque ça concerne des adolescents extrêmement jeunes qui ne sont pas encore forcément adolescents. Donc moi, ce que je voudrais dire sur le plan judiciaire et juridique, c'est que sur un plan juridique, la sextorsion, c'est en fait cette espèce de deux mots en un, pas très joli d'ailleurs, mais que ça n'existe pas dans le code pénal en termes de sémantique. C'est simplement, ça renvoie à plusieurs délits. Donc on a un arsenal législatif et des articles du code pénal qui s'appliquent, donc on peut poursuivre ces faits, donc ça n'est pas une nouvelle infraction en tant que telle. Voilà, vous avez dans le code pénal l'extorsion, le chantage déjà, le cyberharcèlement. Vous avez aussi ce nouveau délit qui est arrivé avec la loi sur l'inceste. 2021. Absolument. Du 21 avril 2021. Et ben vous savez dire tout. Si j'ai bien travaillé mon sujet. Exactement, qui consiste à inciter un mineur à communiquer des images et à commettre des actes de nature sexuelle. Donc on a un arsenal, et on a même d'ailleurs un article spécifique sur le revenge porn. Donc donc normalement on est armé juridiquement pour se saisir de ce problème. On n'est pas en train de chercher un nouveau délit parce que ça a été souvent la mode. Donc je pense que c'est pas nécessaire, c'est déjà bien fourni. Et on a aussi des services sur le plan policier et judiciaire compétents, puisqu'on a un parquet
d'abord le parquet cybercriminalité qu'on appelle J3, qui est spécialisé en la matière, et on a aussi le pôle de lutte contre la haine en ligne, qui est bien aussi surchargé. Puis on a aussi la section P4 du parquet des mineurs, qui a toutes des affaires de live streaming, tout ça, voilà. Et évidemment l'OFMIN, qui est ici excellemment représenté. Donc on a l'arsenal... Oui, mais Pardonnez-moi, je vous en prie. On a l'arsenal, on a énormément de signalements, mais on a très peu de procédures. Voilà le constat. L'OFMIN, par rapport à ces 3 autres entités, comment elle intervient? Comment ça s'articule? Alors, nous sommes destinataires des signalements, donc du renseignement. Qui vous les signale? Alors, on va remonter un petit peu en amont si vous le voulez. Les plateformes du net, les sociétés du net ont une obligation de modération. Ils vont aller chercher notamment tout ce qui est contenu racial, incitation à la haine, incitation au suicide, exploitation sexuelle de mineurs, etc. Bon, la majorité des sociétés de l'Internet se trouvent aux États-Unis et eux, c'est une obligation légale avec sanction à l'appui si jamais ce n'est pas fait. Donc, ils ont des modérations qui sont quand même assez constituées et efficientes. Et ils vont soit avoir une modération humaine, soit algorithmique, détecter le contenu ou les écrits, les échanges, etc. et le signaler à une fondation qui s'appelle le NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children, qui va exploiter ce signalement, cette première étape, essayer de déterminer, de géolocaliser qui est à l'origine de cette demande de contenu, là en termes de sextorsion, et puis ensuite envoyer ce renseignement au pays concerné, que ce soit par l'auteur ou la victime. Donc nous, pour la sextorsion à but financier, c'est principalement les victimes qui sont en France, donc on a le renseignement pour les victimes. Très régulièrement, concernant l'auteur, c'est à l'étranger et plutôt des pays d'Afrique de l'Ouest, donc c'est envoyé aussi à ces pays-là pour travailler le volet auteur. Et concernant la sextorsion à but sexuel, ça peut être à la fois pour les victimes et les auteurs localisés en France. Donc nous, on va se saisir de ce renseignement. Et puis, évidemment, on va pas travailler sur les 12 000 signalements au sein de l'OFMIN. On a un maillage territorial. On va envoyer aux parquets territorialement concernés et aux services de police et de gendarmerie territorialement concernés les signalements pour qu'ils puissent enquêter en local et nous faire remonter tout élément utile ou tout besoin d'aide pour l'enquête, etc. Parce que l'Office est également là pour aider et assister les services locaux quand ils ont des difficultés sur cette thématique. Je vais poser une question un peu naïve, ça n'a rien à voir avec la plateforme Pharos? Alors, il y a 2 choses différentes. On en a beaucoup parlé dans les médias. Oui, tout à fait. Alors, en termes de signalement, là, c'est quand la victime fait l'objet de sextorsion. Elle peut signaler à Pharos, qui est la plateforme du ministère de l'Intérieur pour notamment tout ce qui est contenu d'exploitation sexuelle. Elle signale. Et de ce signalement, nous, on pourra éventuellement être saisis et avisés pour qu'on soit informé de ce qui se passe. Mais il y a possiblement 2 canaux d'information. La victime, quand elle se révèle et qu'elle signale les faits. Ou la détection. Ou la détection par les sociétés du net. Voilà. Il se trouve qu'il y a beaucoup de signalements, donc, mais il y a très peu de plaintes. Il y a combien de plaintes en France, à peu près? Une petite, quelques centaines, mais ça n'a évidemment aucune commune mesure avec le nombre de signalements qu'on reçoit, nous, des sociétés du net. Comme le disait justement, vous le disiez justement, je vous rejoins en ce sens, les victimes sont extrêmement culpabilisées parce que le premier envoi est souvent fait volontairement et la première posture qu'elles ont, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai envoyé cette image que je me retrouve dans cette situation, donc tant pis pour moi. En gros, c'est ça. Et après, elles sont aussi honteuses de s'être fait flouer par quelqu'un, que ce soit un jeune homme parce que il pensait avoir commencé une relation avec quelqu'un qu'il trouvait important
est tellement important que il en est venu à envoyer du contenu sexualisé de lui-même. Donc c'est vraiment deux choses qu'on voit chez les victimes. Hein. Psychologiquement, elles sont très impactées parce qu'elles ont honte et elles culpabilisent, et c'est ce qui freine justement la révélation de la parole, enfin la libération de la parole, et puis c'est qui les empêche d'aller voir une personne de confiance pour dire voilà ce qui m'est arrivé, il faut que j'en parle, il faut que je le dénonce. Mais en fait, le message à faire passer, c'est que ce n'est pas grave. T'as envoyé une image, t'étais consentante ou consentant, tu l'as envoyé, et c'est pas si grave. Ce qui est grave, en fait, c'est ce qui s'est passé après. C'est des conséquences après, et l'utilisation qui a été faite de cette image. Donc il faut en parler, parce que moins on en parle, plus graves sont les conséquences. Et puis certaines victimes qui disent aussi je me rendais pas compte que j'étais victime de quelque chose, en tout cas de pénalement répréhensible, en fait, de dire c'est un échange privé, j'étais d'accord au départ pour envoyer ma photo, et en fait je vais pas aller voir la police parce qu'on m'a rien fait, parce que je suis pas une victime, en fait. Et il y a aussi peut-être ce message-là à faire passer, que oui, c'est dans la loi, c'est interdit. Et Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé après pour Nina, Margot ? Alors Nina, elle n'a pas porté plainte comme beaucoup de victimes. Elle, c'est dans une histoire aussi un peu particulière. Elle avait déjà porté plainte pour des faits d'inceste dans son enfance qui ont été classés sans suite assez rapidement. Donc il y avait une confiance en la police, en la justice qui était assez brisée. Nina, elle a bloqué son agresseur, qui l'a recontacté par d'autres comptes. Elle a réussi à éviter ça. Et elle se reconstruit comme elle peut. C'est hors des circuits, en tout cas, policiers et judiciaires. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, Nina, maître ? Elle aurait pu, je parle pour ma paroisse, mais frapper à la porte d'un avocat. Et je pense que le message du point de vue de l'avocat à faire passer, c'est qu'un mineur peut aller seul frapper à la porte d'un avocat. Il y avait d'ailleurs eu une campagne du CNB à un moment, Conseil national des barreaux, assez pédagogique, disant le mineur peut aller seul frapper à la porte d'un avocat. Ensuite, je pense que c'est une question que se posent beaucoup de personnes. Est-ce que le mineur peut y aller seul ? Est-ce qu'un avocat a le droit de recevoir seul un mineur qui est seul ? La réponse est oui. Un avocat peut recevoir un mineur seul. Ce que je veux dire à destination des mineurs, c'est que nous sommes tenus à une obligation extrêmement stricte. C'est un devoir de l'avocat, ça s'appelle le secret professionnel. Donc systématiquement, quand un mineur passe la porte de mon bureau, je lui signifie que tout ce qui sera dit dans ce bureau ne sortira jamais. C'est-à-dire que l'avocat n'a pas de devoir, et là même l'interdiction de faire état, même aux représentants légaux, de ce qu'a pu raconter le mineur. Ensuite, la décision à prendre, parfois ça prend du temps. Moi, j'ai eu le cas d'une jeune mineure, et je veux aussi avoir un mot à destination de l'entourage proche des adolescents et préadolescents. Je pense que ça peut parfois, et c'était le cas s'agissant de ma petite cliente, d'une cousine qui a identifié une attitude assez interpellante, en tout cas, de sa jeune cousine à la suite de messages qu'elle venait de recevoir au cours d'une fête de famille sur son téléphone. Elle a pris le temps de discuter avec cette jeune mineure. Elle a fini par comprendre qu'elle était justement la cible de menaces et de chantage à la suite d'envoi d'un certain nombre de clichés. Et c'est elle qui a fait la démarche de venir à mon cabinet avec sa cousine. Elle était toute jeune majeure, donc la question se posait moins. Mais il y a quand même des mineurs qui passent la porte grâce à la vigilance de l'entourage des cabinets d'avocats. Donc un mineur peut être reçu par son avocat. Il a le droit à son propre avocat. Et ensuite, en fonction de l'échange avec le mineur, de l'échange avec peut-être un entourage ou pas, on voit les mesures à prendre. D'abord, on peut orienter vers des associations de l'enfance pour aussi peut-être établir quand même un contact avec les parents et en tout cas les représentants légaux, voir comment les choses peuvent se passer de la manière la plus sereine possible et toujours dire, parce que en fait dans ces affaires-là, révélation veut dire humiliation, en fait systématiquement. C'est-à-dire que à tous les niveaux, on a du mal à dire et à avouer le premier geste qu'on a fait, pas qu'on a commis, parce qu'il n'était pas interdit celui-là, d'envoyer une photo intime, par exemple. Donc, c'est ça la difficulté. Et je pense que nous, on a un rôle à jouer et peut-être qu'il faudrait aussi plus de formation. Il y a une antenne des mineurs au barreau de Paris qui peut recevoir les mineurs, mais
c'est pas évident pour un mineur d'aller trouver la porte de l'antenne des mineurs et d'aller faire une consultation entre 14h et 17h tel jour. C'est bon, il faut pas non plus, voilà. Et je pense que il faut travailler aussi, et c'est ce que fait la Fondation pour l'enfance d'ailleurs, qui soutient un certain nombre d'associations sur les modes de signalement à disposition des mineurs. Parce qu'on va en parler, il y a un certain nombre de numéros, il y a même le 3018, une application maintenant, je crois, spécifique. C'est déjà un peu plus moderne, mais je pense que dans la forme du signalement, peut-être qu'il faut, il y a une association d'ailleurs qui travaille sur le sujet, soutenue par la Fondation pour l'enfance, plutôt passer par des chats, des modes de signalement qui sont plus à la portée. Moins culpabilisants, plus directs peut-être. Et beaucoup plus naturels chez un jeune, parfois très jeune. Voilà. Il y a Kika qui nous a rejoint, Sarah qui nous a rejoint, Nespose aussi, salut les amis. Il y a Volka qui nous dit, en plus être victime aujourd'hui face à la justice, c'est double peine, avec des questions du genre, mais pourquoi t'as envoyé ces photos? Ça pose problème, peut-être le problème de la formation de la police. Non, mais je suis d'accord. Il y a des questions qui ne se posent pas. Alors, pas vous. Non, je ne me sens pas personnellement visée. Pas vous, évidemment, mais peut-être voilà, à d'autres échelles. Je pense que ce sont dans des le recueil phénomènes... de la plainte, peut-être. Oui, ce sont des phénomènes qui sont en permanence mouvants. Ce sont des phénomènes émergents. Je pense qu'il devrait y avoir des formations pour chaque intervenant dans le domaine, pas seulement la police, mais aussi la justice, les associations, tout intervenant auprès de ces mineurs. D'ailleurs, l'Office, donc ça c'est ma partie, au pôle stratégie, on est en train de décliner une doctrine opérationnelle sur la sextorsion, comment mener les entretiens avec les enfants, quel type de questions poser, ne pas poser, comment se comporter, comment recueillir la parole, comment accueillir l'enfant, c'est très important, le lien de confiance. Et ensuite, quels sont les actes d'enquête qui sont obligatoires et ceux qui le sont moins. Par exemple, puisqu'il y a Internet, donc évidemment, il faut qu'on puisse requérir les plateformes du net, il y a des choses à faire, comment obtenir les données sur les profils des individus, enfin, il y a des choses un peu techniques, donc tout ça est expliqué dans cette doctrine qu'on va envoyer partout à tous nos collègues policiers et gendarmes qui traitent du sujet. Comme ça, ils auront tous la même façon de travailler, ce sera uniformisé. Et je pense qu'avant d'avoir une grosse session de formation sur les phénomènes, ce qui est un petit peu compliqué quand même à organiser pour tout le monde, au moins ces doctrines, ce sera un appui, une assistance qui sera la bienvenue, je pense, pour tout le monde. Il y a Pouki dans le chat qui dit un avocat, oui, mais avec quel argent, maître? Ah, très bonne question. Alors, l'aide juridictionnelle, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et alors, je vais terminer mon propos, enfin, en tout cas le poursuivre, sur... donc, il y a le stade, je reçois le mineur, il a le droit d'être seul, accompagné de qui il veut, même si, en principe, je le reçois seul, puisque, sauf avec son autorisation, il est censé me dire des choses qui restent confidentielles. Et ensuite, la question de savoir si on va plus loin, parce que j'entends que pour Nina, finalement, ça s'est arrêté là, et ben elle se pose. Et alors, je reprends, par exemple, le cas de cette mineure en question. Elle a le droit à l'aide juridictionnelle, donc son avocat est payé par l'État. Donc c'est un droit et c'est automatique pour un mineur, donc il n'y a pas de sujet et ça peut pas être surtout pas un frein, c'est très important de le dire, c'est une excellente question. Voilà, donc c'est pas un sujet. Et une fois que l'avocat est désigné et que le mineur bénéficie de l'aide juridictionnelle, et même si c'est pas encore fait, on initie quand même les choses. Il faut savoir que la plainte, je peux accompagner un mineur déposer une plainte. Moi, j'aime bien aussi avoir le support d'associations, mais on en reparlera. Et ensuite, sur la décision de ce qu'on appelle se constituer partie civile, c'est-à-dire vraiment exister dans le dossier et pouvoir demander une indemnisation, il faut l'accord des représentants légaux. Donc là, c'est plus difficile, mais c'est quand même normal. Ça implique, c'est un acte quand même qui est de porter une action en justice, donc il faut quand même que... Voilà. Donc à un moment, il faut qu'il y ait les parents quand même. Alors soit on arrive à nouer un lien avec les parents, avec l'aide de la famille ou d'autres, soit on passe par une association. Il peut y avoir aussi dans certains cas, parce que la situation familiale est extrêmement compliquée, la désignation d'un administrateur ad hoc, une intervention d'un juge des enfants potentiellement aussi. Enfin, on a les moyens, mais ça c'est vraiment... à partir du moment où un mineur dans cette situation passe la porte d'un avocat, on a quand même une lourde responsabilité, mais on a aussi de vrais moyens d'action. Donc c'est vraiment là, on a un lien qu'il ne faut surtout pas manquer. Et je dois dire aussi que dans les questions que nous posons,
il faut aussi qu'on soit formé parce que à la question mais pourquoi avais-tu posté ces photos, là on est sur un plan éthique et moral qui n'a strictement rien à voir avec un droit ou un débat judiciaire, et ça ne nous concerne pas et ça ne concerne pas la justice. Donc il faut que les mineurs entendent qu'à aucun moment un juge, un procureur, un policier ou un avocat n'a le droit de lui reprocher d'avoir un jour décidé de se photographier et d'envoyer sa photo. Ça, c'est pas possible. Volca nous dit, croit savoir, qui nous dit l'aide juridictionnelle, c'est 2 ans d'attente. C'est pas 2 ans d'attente, c'est immédiat l'aide juridictionnelle, non? Alors, on peut, mais c'est une très bonne question aussi. Et c'est vrai que ça peut être très long. Sous aujourd'hui. Et parfois, ça motive beaucoup de renvois de procédures et c'est très dommage. Mais en tout cas, s'agissant des avocats qui s'occupent des mineurs, on n'attendra pas la décision d'aide juridictionnelle et on a la possibilité aussi de demander à un juge, s'il devait y avoir une audience, d'être désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Donc on peut avancer sans attendre la décision de ce fameux bureau. C'est vrai que c'est assez archaïque, le bureau d'aide juridictionnelle qui va enfin nous donner cette attestation. Et c'est vrai que c'est très long, c'est très juste. Donc alors on peut aller toquer à la porte d'un avocat, on peut aller au guichet d'un commissariat. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut appeler le 3018. Qu'est-ce que c'est le 3018? Alors c'est une association, c'est l'association e-Enfance, qui a un agrément national, c'est le numéro national qui réceptionne tout appel concernant le harcèlement, le cyberharcèlement, les sextorsions, le revenge porn. Vraiment, il ne faut absolument pas hésiter, même si c'est pour quelqu'un d'autre, si on a été témoin de quelque chose, si on a envie de dire, ben voilà, moi j'ai constaté ça, je pense que ce profil-là n'a pas la bonne façon d'aborder les gens, etc. Il ne faut pas hésiter. Ce sont des écoutants, des psychologues, des personnes qui sont formées à ce type d'infraction et ils auront toujours les bons conseils et ils peuvent faire bloquer les contenus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on en revient toujours au fait que quand on envoie quelque chose et que c'est utilisé de manière détournée, si on le constate, on peut le faire supprimer immédiatement. Et là, pour le coup, les plateformes sont réactives. Voilà. Elles sont sollicitées par qui, donc? Alors, Paris Enfance. Paris Enfance, voilà. Directement. Oui. Il y a des partenariats et donc il n'y a aucun souci. Et le contenu, s'il est attentatoire à la vie privée, etc., il est supprimé. Il y a Léonard qui pose une question dans le chat qui dit: est-ce qu'il existe une législation européenne et des aides possibles à ce sujet? Je suis en Belgique, du coup j'imagine que beaucoup des infos que vous donnez sont nationales, d'où ma question. Alors ça, on sort peut-être un petit peu du cadre parce qu'effectivement on parle de ce qui se passe en France, mais vous avez peut-être l'une ou l'autre la réponse à cette question. En Belgique, il y a Stop Abuse, donc c'est pareil. C'est en fait dans les pays européens sont déclinées les mêmes choses que ce qui se passe en France. Et effectivement, actuellement, il y a en négociation à la Commission européenne un règlement européen sur les contenus, la suppression, la détection, la suppression de contenus pédocriminels. Donc, je fais partie du groupe de négociation, etc. pour la France. C'est un enjeu qui n'est pas seulement français, bien évidemment. Hein, L'Internet, c'est nos limites. Et donc, tous les pays sont confrontés aux mêmes problématiques. Et tous les pays veulent effectivement faire en sorte que la lutte contre ce type de comportement et l'échange de contenu pédocriminel qui s'ensuit soit arrêté. Soit que la lutte s'intensifie et que ces contenus ne soient plus accessibles en ligne. Ouais. Dans le cas de la sextorsion, il y a une typologie d'escrocs, de délinquants donc, ou de criminels même. Alors, qui sont-ils? Là, on va partir sur Lombroso, c'est vieux ça, hein, le profil du délinquant, c'est compliqué. Hein. Alors, ça me rappelle de très longs souvenirs de droit. Ah voilà, mais c'est bien. Droit pénal, effectivement. En termes de sextorsion à but sexuel, il n'y a pas de profil. Voilà, le pédocriminel peut être tout un chacun, majoritairement un homme. Ça, c'est la seule chose qu'on peut préciser. Dans 96% des cas, ce sont des hommes. Après, ce sont des couples ou pour le reste du pourcentage, pour atteindre les 100%. Après, en matière de sextorsion à but financier, c'était plutôt ma question. Oui. Comme je l'expliquais, c'est plutôt des réseaux de criminalité organisée. Alors pour la France, la plupart sont actuellement localisés en Côte d'Ivoire.
Donc on travaille avec nos homologues de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelait effectivement les brouteurs. Exactement. Pour pouvoir échanger en coopération policière et judiciaire les éléments d'identification de ces réseaux. Donc nous y travaillons. Et on a actuellement remarqué qu'en matière de sextorsion à but financier, maintenant il y a aussi des jeunes qui s'y mettent parce que c'est un moyen pour eux de gagner de l'argent facilement. Et que donc, ils se cachent derrière, alors ça peut être même des copains de lycée, etc. Ils se cachent derrière des profils de jeunes filles pour réussir à obtenir de l'argent de personnes dont ils connaissent les profils, etc. Donc il faut vraiment faire attention. Moi, si j'ai des messages à faire passer, c'est ne jamais envoyer de contenu sexualisé de soi-même à une personne qu'on ne connaît pas. Même si on a l'impression d'échanger depuis longtemps en ligne avec cette personne, on ne la connaît pas. Il faut avoir un profil privé, toujours. C'est-à-dire que les paramétrages de son profil ne doivent pas être mis en public. C'est extrêmement important. Il faut bloquer le profil quand on commence à être escroqué. Et ne jamais payer. Là, pour le coup, ne jamais payer. En fait, les réseaux sont organisés de telle manière qu'ils font ça à une échelle immense et ils ne vont pas rester à essayer de convaincre l'une des victimes. C'est pas rentable. Exactement, de payer. C'est important, c'est important de le dire, ça. Mais bien sûr, ils vont s'attaquer directement dans les 5 minutes à la suivante. S'il n'y a pas de répondant, en fait, ça ne les intéresse pas. Le délai maximum, c'est 45 minutes. Alors, c'est 34 minutes, donc 35 minutes entre l'envoi de la première image et le premier paiement. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où on a payé une fois, l'agressivité va monter crescendo parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, il y a une faille, que la personne est vulnérable et ils vont exploiter ça. Donc il ne faut pas payer. Même si on a peur en se disant ça va, ils vont diffuser, ils vont pas diffuser, ils vont pas prendre le temps. C'est ça qu'on peut dire, c'est qu'en fait, même si on ne paye pas, en général, les escrocs alors c'est pas à 100% pas, sûr, évidemment. Statistiquement. Mais ils ne vont pas s'attarder. Ils vont passer à la victime suivante. Alors, on peut se dire, mais c'est horrible parce que, en fait, je ferai une victime suivante. Mais il y en aura de toute façon des victimes suivantes. Donc, il ne faut pas payer. Il ne faut pas payer. Il faut faire des captures écran des échanges de toute information sur le profil, etc. Et il faut en parler immédiatement à une personne de confiance, quelle qu'elle soit, que ce soit un numéro d'appel, un ami, un membre de la famille. Il faut en parler. Il ne faut pas que ça reste comme ça parce que le contenu a été envoyé et il faut le faire supprimer. Ce qui frappe, notamment dans l'histoire du Nina, mais pas seulement, c'est la précision qu'avait l'escroc pour la faire chanter, c'est-à-dire en disant « j'ai l'adresse de ton petit frère, de ton école, etc. » Comment on l'explique en fait? C'est dans la conversation qu'ils arrivent à avoir des infos ou alors c'est une proximité c'est à la fois la conversation, mais c'est surtout parce qu'ils ciblent les profils en ligne. Ils vont aller automatiquement chercher les profils où il y a le plus d'éléments accessibles. Donc j'en reviens encore à la même chose. Le profil, quand il est public et qu'on met des éléments personnels, il faut savoir que c'est récupéré. Pas que par des escrocs, parfois par d'autres personnes. Donc il y a des usurpations d'identité, il peut se passer tout en ligne. Donc il faut vraiment mettre le moins d'éléments personnels en ligne quand on a un profil public. Et encore une fois, mettez vos profils en privé. Et ensuite, ils vont évidemment obtenir, en manipulant le mineur, d'autres informations qu'ils pourront ensuite utiliser pour faire pression. Sur le chat, on a GlobeWayfair qui nous dit « J'ai déjà eu un mail avec des infos très perso chelous qui me menaçaient de divulguer des photos de moi qu'ils avaient eues via ma webcam en train de me... quelque chose. J'ai jamais eu de webcam, j'ai pas répondu, il s'est jamais rien passé. » Il y a Anon qui nous dit « Puis même si la victime paye, en fait, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là, rien ne les empêche de diffuser après les photos ou les vidéos malgré le paiement. » C'est tout à fait vrai. Il y a Impérial qui nous dit merci de changer le nom de votre live. Vous ne parlez absolument pas de cyberguerre, c'était le plateau d'avant. Effectivement, nous ne parlons pas de. Mais non, mais ou sinon on en dit un mot. Mais non, mais le titre du. C'est très bien. On a sextorsion et chantage sexuel, ça correspond très bien à ce dont on parle. Tu es un menteur, Impérial. Et non, il y avait une question aussi de PocMyFS qui dit je suis pas complètement au fait de la situation, mais un parent représentant légal qui ne validerait pas la plainte de son enfant concernant une atteinte sur lui-même, se met-il en difficulté vis-à-vis des services sociaux ou même de la justice?
c'est là que le juge des enfants peut intervenir. C'est-à-dire que puisqu'il est chargé de protéger l'enfant en danger. Donc on pourrait considérer que ne pas suivre son enfant sur faire valoir ses droits, et en particulier sur une menace de cette nature-là, c'est c'est un acte qui va à l'encontre de l'intérêt et de l'équilibre de l'enfant. Qui relève de la maltraitance. On peut employer ce mot. Oui, on y met un peu tout dans ce mot-là. Oui, ou une forme de violence. Ça peut être ça aussi. C'est un mot de journaliste. En tout cas, alors moi sur les profils, je veux juste ajouter qu'on a eu un jugement de la 13e chambre du tribunal judiciaire de Paris en novembre, qui concernait en fait 2 hackers assez décevants parce que c'était assez banal comme profil, mais qui envoyaient les fameux messages. Donc c'est Augustin et Jordan, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Ça fait partie c'est aussi compris dans la sextorsion. En fait, c'est le 3e cas, c'est-à-dire ce message que vous avez peut-être déjà reçu, parce qu'on l'a pratiquement tous reçu, de dire j'ai pu observer votre navigation, etc. Il a été détecté que vous alliez vous connecter sur des sites pornographiques ou pédopornographiques. Si vous ne payez pas tant, tout ça sera diffusé à vos contacts. Et dans ce dossier-là, d'ailleurs, il y avait l'utilisation de la webcam, je crois, des victimes. Donc, ça fait aussi partie du champ de ce que on comprend, enfin, on comprend dans la sextorsion. C'est un peu c'est à la marge, un peu pour les mineurs. C'est pas pour les mineurs, mais ça fait quand même partie de cette qualification un peu fourre-tout. Mais voilà. Et ça, c'était d'ailleurs un dossier qui avait été suivi par la section J3 du parquet de Paris, qui est spécialisée en cybercriminalité. Il y a Harry qui nous dit que les ados doivent être la cible privilégiée, mais ça ne doit pas toucher que les mineurs, effectivement. Non, tout à fait. Non. Les adultes, les majeurs sont victimes de sextorsion, pareil. Oui. Mais je pense que si vous faisiez une enquête de combien de personnes ont reçu le fameux mail, qui est d'ailleurs parfois très bien fait, parce qu'on reprend les insignes. Voilà, on reprend les insignes de notre police. J'ai hâte de vous lire. Et on voit votre signature d'ailleurs. Donc c'est vrai que le document sont professionnalisés, ils sont vraiment professionnalisés. Plus sérieusement, dans ce mail, il y a quasiment tout. Hein. Il y a la cocarde du ministère de alors je ne sais plus si c'est la justice ou l'intérieur. C'est une vraie convocation. C'est une vraie convocation à se rendre au commissariat, je crois. Je peux vous dire qu'on a certains confrères qui ont reçu la convocation qui ont eu très peur. Mais moi je l'ai reçu. Alors après, sachez que les boîtes mail officielles ministère de l'Intérieur, c'est un petit conseil, c'est pas du Gmail. Non. Voilà. C'est souvent du .gouv par exemple. Regardez bien les adresses mail et si c'est pas du intérieur.gouv.fr. Bon, il y a des petites choses qu'on voit, il n'y a pas des fautes d'orthographe, mais il y a des tournures qui sont un peu curieuses. Margot, tu voulais ajouter quelque chose? Juste sur les victimes, ce que me disait e-enfance quand je suis allée les voir pour le reportage, c'est qu'avant ils observaient que c'était plutôt en gros des hommes mariés de 40 ans qui étaient victimes, et que plus on avance dans le temps, plus c'est les adolescents, notamment depuis le Covid, qui se sont beaucoup connectés. C'est aussi ce que vous avez observé. Ah oui, bien sûr. On a aussi observé un nouveau phénomène, et là qui est particulièrement inquiétant et qui occupe tous les experts de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle qui en fait évite de perdre son temps au réseau de brouteurs, d'aller justement prospecter pour des profils et obtenir des éléments personnels. Ils vont juste chercher le visage de l'enfant. Ils vont, grâce à des logiciels d'intelligence artificielle, pouvoir sexualiser, sexualiser, mais ils arrivent même au-delà de l'image à faire des mini-vidéos maintenant, et ils envoient ça directement à l'enfant en disant voilà, moi j'ai ça. Alors qu'ils savent pertinemment que l'enfant n'est pas à l'origine de cet envoi. J'ai ça, si tu ne veux pas que ce soit diffusé, paye. Donc les recommandations sont exactement les mêmes. Ne pas payer et signaler immédiatement le profil. D'où l'intérêt aussi de mettre son compte en privé pour pas qu'on puisse récupérer ces photos à l'origine. Exactement. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux parents, peut-être ? Pardonnez-moi, il y a quelqu'un qui nous dit n'oublions pas que la meilleure protection pour la webcam, c'est le scotch noir. Et c'est pas tout à fait faux. On incite tout le monde à mettre un petit scotch noir, une pastille noire sur sa caméra pour pas se faire espionner. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux parents ?
Alors moi je dirais d'abord, on leur donne à eux le conseil de ne pas poster de photos de leurs Exactement, enfants c'était sur les réseaux. La première chose que j'allais dire. Et voilà, donc quelles que soient les vacances et quelle que soit la joie et quel que soit le caractère collectif de la photo, parce que ça c'est ce qu'on observe aussi, les photos de groupe c'est quand même assez piégeux, parce que justement pour rebondir sur les histoires d'IA, on a ce fameux phénomène deepfake qui donc permet d'incruster la photo d'une personne, son visage ou même... Enfin, c'est vraiment assez bluffant quand on voit les détails et ce qu'on peut faire. Et ça pose après des questions sur le plan du droit, parce que l'IA, c'est qui est l'auteur? Donc il y a aussi tout un travail législatif. La création est-elle Voilà. Est-ce qu'on va poursuivre l'auteur de l'image, voilà. Mais qui est l'auteur de l'image? Et est-ce que l'auteur de l'image a une identité? On n'a pas fini de brainstormer autour de ça. Et là, pour le coup, l'arsenal législatif va peut-être être parfois, ça peut être un axe pour la défense de personnes poursuivies. Exactement. Peut-être y aura-t-il un vide juridique sur l'identification de l'auteur de l'infraction du fait de l'IA. Donc ça, bon, c'est un peu complexe, mais donc le conseil premier, ne pas poster la photo de vos enfants, même dans un élan d'enthousiasme inouï, avec la certitude qu'on serait dans un groupe restreint, parce que je pense qu'il n'est pas forcément toujours restreint et pas autant qu'on l'imagine. Mesdames, il est 13h43, passé de 22 secondes, c'est l'heure de se quitter, puisque je vois que mon dernier plateau est arrivé. Le mot de la fin, peut-être Margot? Non, ben voilà, je pense qu'il y a toute l'histoire aussi de la culpabilité que peuvent faire peser les parents sur les enfants sans le vouloir. Et pour finir avec Nina qui disait que son père lui avait dit tu n'avais qu'à pas envoyer de photos de toi nu, et fin de l'histoire. Et je pense que c'est important de dire aussi aux parents c'est des nouvelles pratiques et on n'a pas à les juger et on a juste à accompagner son enfant. Tout à fait. Le mot de la fin? Alors le mot de la fin, moi je dirais encore une fois, il ne faut pas être honteux, il ne faut pas culpabiliser, il faut tournez-vous vers quelqu'un en qui vous avez confiance et dites ce qui s'est passé. C'est la meilleure solution. Merci. Véronique Béchu, cher maître, le mot de la fin? Parler en étant écouté et surtout je le répéterai jamais assez, en toute confidentialité. 13h44, passé de 17 secondes. Merci mesdames, infiniment, de nous avoir fait l'amitié de vous être transportés au 3e étage de la maison de la radio. Revenez quand vous voulez, on aura probablement et malheureusement l'occasion de reparler de ce sujet. Margot, ta prochaine enquête, c'est quoi? C'est une excellente question. On vient de sortir une enquête sur la Civise et la numéro 2 visée par une plainte pour agression sexuelle. Hier soir, effectivement, à lire sur le site de France Info, franceinfo.fr. Je vous chasse et je vous remets entre les mains plutôt bienveillantes de Joey. Merci infiniment, bon retour chez vous. Et j'accueille mes deux derniers invités. Salut Laurent, salut Renaud, je vous en prie, installez-vous. Il doit rester quelques gobelets propres, il doit rester de l'eau relativement fraîche. Vous avez chacun un micro. Il faut lui parler bien dedans parce qu'ils sont assez directionnels. Bonjour. Bienvenue, en tout cas, bonjour, bienvenue chez vous. Laurent Renaud, vous êtes les auteurs d'une chouette bande dessinée qui s'appelle Les Guerres de Lucas, parue chez Deman, récompensée par le prix France Info de la BD d'actualité du reportage. Une exploration inédite des coulisses de Star Wars, de l'enfer du casting au tournage cauchemardesque, avec au programme des engueulades, des histoires d'amour, et je continue de citer la 4e de couve parce qu'elle est bien fichue, des désastres en pagaille. C'est super bien documenté, c'est super bien écrit, c'est super bien dessiné, et j'ai trouvé ça pour ma part super intéressant, donc je suis content de vous avoir, je suis super content de vous avoir. Cette idée vient d'où? Et est-ce que c'est une BD pour les fans? La réponse est non, mais vous allez le défendre. C'est une BD pour les fans de Star Wars, évidemment, mais on ne l'a pas conçue comme ça. On a voulu une BD très grand public, parce que ça parle de création, ça parle d'une aventure humaine de George Lucas, donc un jeune réalisateur, il a à peine une trentaine d'années, et qui veut se lancer dans un projet visionnaire, créer un film sur une sorte d'opéra galactique. Ça n'existe pas à l'époque. Et ce qui était intéressant dans ce livre, c'est suivre ce parcours de ce jeune gars qui va se retrouver confronté à de nombreux obstacles, mais qui va tenir bon. Et c'est pour ça que ça parle à tout le monde. C'est pas spécifiquement destiné aux fans de Star Wars. On se rend compte à travers les rencontres pendant les dédicaces que beaucoup de gens ont aimé le livre. Ça leur a parlé parce que c'est ça, c'est une aventure humaine, et pas spécialement parce qu'ils sont fans de Star Wars. D'ailleurs, de nombreuses personnes n'avaient même pas vu Star Wars et ont aimé le livre. Donc voilà. D'ailleurs, c'est amusant parce que justement, de plus en plus, plus le lectorat s'élargit, de plus en plus on rencontre des lecteurs, soit via les réseaux, soit directement, qui nous confient, oui, bon, moi Star Wars, je m'en fous un petit peu, ou alors je ne les ai pas vraiment vus, mais j'ai adoré votre récit, tout ça. Donc c'est très, très intéressant. Et
très agréable à entendre. Le livre est sorti il y a quelques mois, il me semble. En octobre, oui. En octobre, et il cartonne, a priori. C'est une histoire qui n'avait jamais été racontée. C'est super documenté pour recueillir toutes ces anecdotes. Vous avez fait comment ? C'est un gros travail de recherche. Vous avez travaillé qu'à deux ? Vous avez fait appel à d'autres gens ? Non, on a fait ça à deux, et c'est un travail un peu d'historien, d'aller déterrer, dénicher. Parce que c'est très, très... je ne vais pas déflorer ce qu'il y a dans le livre, d'ailleurs, que j'ai lu avec passion. À la fin, le film sort, on peut le dire. Et qui ressemble à la fin. Et à la fin, effectivement, le film sort. Et Georges Lucas n'est pas seul. Et ça se termine bien. Et en plus, c'est un chouette livre. Et on peut mettre le lien vers votre maison télévision de Man. Et je vois que Jérémy l'a déjà fait. Pardon, je t'ai coupé la parole. C'est une collaboration à deux. Vous êtes choisis comment ? Oui, on est tous les deux fans de Star Wars, évidemment. Ça aide pour faire un livre comme ça. Mais on s'est retrouvés à l'occasion de ce projet. Et on avait eu envie de raconter cette histoire qui finalement n'est pas très connue. On connaît la manière dont les films ont été fabriqués, mais pas vraiment ce qui se passait en coulisses. Il y a des tas de sujets qui sont rarement abordés, comme notamment les conflits avec les studios, qui tiennent les cordons de la bourse et qui les desserrent pas facilement. Et donc Lucas est confronté à tout ça. Il y a des personnages aussi de l'ombre qui ont un rôle majeur, comme sa femme. Sa femme. Voilà, Marcia. Et c'était intéressant de la remettre au cœur du récit. Tu peux raconter peut-être un petit peu, sans tout raconter, bien sûr. Il a épousé cette jeune femme, Marcia Lou Griffin, qui était monteuse, très talentueuse, et qui l'a un peu pris sous son aile alors qu'il faisait ses études. Et c'est une personnalité très forte, très différente de Lucas, qui est introverti, c'est quelqu'un de taiseux, de réservé. Et Marcia est vraiment à l'opposé de ça. Elle est avenante, elle est très bavarde, elle est charmante. Et c'est très intéressant de la manière dont elle va le compléter, en quelque sorte, lui permettre d'aller de l'avant, lui donner confiance, le pousser aussi à donner le meilleur de lui-même, parfois sans prendre de gants. Donc c'est un personnage très très important et qui va aussi participer au succès de Star Wars en montant le film, parce que ça va être l'une des monteuses du film et elle est extrêmement talentueuse et on lui doit en partie la réussite de Star Wars. C'était qui, George Lucas ? Tel que vous l'avez saisi ? Alors, c'est un taiseux, c'est le pire communicant du monde. C'est un génie par ailleurs. C'est beaucoup de choses. C'est un chef d'équipe à sa manière. Voilà, c'est beaucoup de paradoxes et de contradictions, comme n'importe quel être humain, je dirais. Parce que oui, quelqu'un qui justement a peut-être des difficultés à communiquer et qui va se lancer dans le cinéma, qui est vraiment, en tant que réalisateur en tout cas, un statut où on doit justement être expert dans la direction et dans la communication. Donc forcément quelque chose d'un peu... en plus quelqu'un qui veut écrire ses histoires mais qui a énormément de mal à le faire, qui est très laborieux. Voilà, et puis c'est drôle aussi même dans son parcours de voir que dans ses tout premiers films d'étudiants, il y avait quelque chose d'assez expérimental, d'assez pointu, je dirais, et qu'en même temps, quelques années plus tard, d'abord avec American Graffiti et bien sûr avec Star Wars, il a eu cette volonté aussi d'aller toucher plus le public, d'avoir plus au cœur, d'avoir quelque chose de plus accessible en fait. Et donc c'est tout ça à la fois. Tout a été dessiné à la main, je crois. Oui. Non, mais ça aurait pu être avec une tablette graphique. Enfin, mais c'est sur une tablette écran. Toujours est-il que c'est une main qui manie le stylet, donc ça reste du dessin, bien sûr. C'est du noir et blanc ou c'est de la couleur ? Il y a un peu de deux, il y a beaucoup de noir et blanc, ça ressemble à un storyboard. Oui, c'est essentiellement du noir et blanc, mais avec une couleur qui vient, on va dire, souligner. Ça rajoute une couche narrative, c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Alors certaines pages sont toutes en couleur, parce que c'est des pages vraiment importantes, c'est souvent des pages qui sont liées par exemple à l'imaginaire. Donc je trouvais que notamment là, c'était important de marquer le coup. Après, ça peut être isoler une case en particulier ou isoler un objet. Et l'idée, c'était de faire en sorte que la couleur vienne souligner, vienne appuyer la narration sans la perturber et sans être dans une abondance de détails qui sont parfois inutiles. Dans le chat, il y a Sly44 qui a très très envie de lire votre BD et puis il nous dit tout le monde est fan de Star Wars de toute façon. Dans cette BD, il y a aussi cette histoire du choix d'Harrison Ford en fait qui devient l'acteur principal mais qui était retourné à la menuiserie. Je ne savais pas.
Oui, c'est toute la création de Star Wars et une longue succession. Ça tourne autour de Lucas, mais aussi d'Harrison Ford. Oui, on parle de tout ce qui se passe dans les coulisses pour concevoir le film et notamment le casting. Et c'est vrai que c'est une succession d'anecdotes assez invraisemblables qu'on relate dans le livre, mais en l'occurrence Harrison Ford il avait eu un contrat avec Universal pendant quelques années pour être acteur, mais ça ne marchait pas. Donc il avait laissé tomber ce métier et il était retourné à la menuiserie. Et il était en train de réparer la porte des studios de Coppola où se tenait le casting de Star Wars. Et donc Lucas, qui avait brièvement travaillé avec lui sur American Graffiti, où il avait un tout petit rôle, tombe sur lui. Et de fil en aiguille, on va proposer à Harrison Ford de donner un coup de main en donnant la réplique à tous les comédiens qui viennent passer le casting parce qu'il leur manquait quelqu'un pour faire Han Solo. Et au fur et à mesure des séances d'audition, Harrison Ford va vraiment s'approprier le rôle et au bout d'un moment, ce sera impossible pour Lucas de laisser quelqu'un d'autre le prendre. Mais ça le compris tellement bien qu'il change un peu le script, je crois. Oui, Harrison Ford a cette particularité, il a une forte personnalité, on le sait aujourd'hui, mais il n'aime pas trop les dialogues de Lucas, qu'il trouve un peu tarabiscotés, pas naturels, qui coulent pas sur la langue, et donc il prend l'habitude de réécrire certaines répliques. Ça passe souvent, puis parfois Lucas le remarque et n'est pas content. Et à la décharge de Lucas, c'est vrai qu'il y avait parfois des dialogues qui étaient un petit peu abscons, on va dire. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'aime faire Harrison Ford, quoi qu'il arrive, sur ses films, en fait, parce qu'il le fera plus tard avec Spielberg sur Indiana Jones. Et il aime bien mettre un peu la main à la pâte au niveau des dialogues, en discuter avec apporter lui-même aussi son expertise pour que le personnage soit plus crédible. Et voilà, il aime bien faire ça. Il y a Léonard dans le chat qui demande est-ce que les invités ont eu l'opportunité de rencontrer George Lucas pour écrire cette BD? Je ne crois pas. Non, vous n'avez eu aucun lien avec George Lucas? Non, en fait, hein. On a tenu à faire ce livre de manière complètement indépendante parce que... C'est un livre documentaire, c'est un documentaire. Oui, et on n'aurait pas pu raconter cette histoire de manière officielle parce qu'on parle de plein de choses qui ne sont pas abordées en général dans des ouvrages officiels, notamment les inimitiés, les problèmes avec les studios, les problèmes entre les acteurs. Voilà, en général, tout ça c'est gommé dans les versions officielles. Donc on voulait raconter l'histoire la plus vraie possible, la plus proche de la réalité, et pour ça il fallait être complètement indépendant. Et Sarah qui nous dit salut, ça parle de Star Wars et je suis super contente. Mais nous aussi, tu sais, Sarah, salut. T'arrives un peu tard, c'est bientôt la fin, mais bienvenue tout de même. Vous avez travaillé comment à deux? Écoutez, donc Laurent avait écrit donc un script très détaillé auquel il avait adjoint une documentation. Donc pour chaque case, j'avais aussi des références visuelles et tout ça. Et on faisait donc je me suis approprié ça pour pouvoir ensuite créer d'abord une mise en scène, un découpage, et ensuite les pages définitives. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours, d'échanges sur des points alors qui peuvent être de l'ordre du détail, genre un mot dans un dialogue, ou plus globalement sur la pertinence de garder certains éléments, certaines scènes, de rajouter, de d'étendre parfois aussi un élément sur plusieurs cases ou plusieurs pages alors que c'était pas prévu initialement. D'ailleurs, je dirais qu'il y a eu une inflation au cours du projet. On est vite passé de 150 à on est quasiment à 200 pages. Donc, et c'était vraiment pour que ça puisse respirer aussi au niveau narratif. Vous avez dû beaucoup écramer, il y a eu beaucoup de pertes dans tout ça. Et pourtant oui, ça aurait pu être encore plus long, c'est ça la réalité. Ouais. On découvre aussi dans votre BD l'idylle entre Harrison Ford et Carrie Fisher, je ne savais pas. C'était connu ça? C'était pas connu jusqu'à dernièrement. Carrie Fisher, peu de temps avant de disparaître, a révélé ça dans un de ses livres. Et donc on relate cette idylle entre eux qui était restée secrète jusque-là et qui est assez incroyable. Imaginez la princesse Léa et Han Solo amoureux. Elle était très amoureuse. En 207 pages, on ne peut pas tout mettre. Il y a des anecdotes que vous auriez aimé mettre. Il y a énormément de choses dont on aurait pu parler également, mais on s'est concentré sur la trajectoire de Lucas, avec quelques petites digressions sur les acteurs de ci, de là, mais principalement c'est l'histoire de George Lucas, et ça aurait pu être beaucoup plus long, évidemment. On aurait pu développer encore plus ses rapports, notamment avec Coppola. Leur relation est assez incroyable, avec Spielberg, etc. Donc il y a beaucoup de choses à raconter, il a fallu faire des choix, et c'était parfois un crève-cœur que de couper certaines scènes, mais c'est la dure loi de la bande dessinée. C'est quoi la prochaine? Il y a une prochaine ou pas? Il y a la suite.
Vous avez la suite, alors racontez un peu peut-être. Pour ceux qui auraient peut-être déjà acheté la première. On a démarré donc sur ce second tome qui va traiter bien sûr. On prend juste après en fait la fin du premier, donc juste après le succès de A New Hope et on va traiter de toute l'aventure Empire contre-attaque et aussi aborder, vu que c'est chronologiquement quasiment en même temps, le premier Indiana Jones et la collaboration avec Spielberg. 13h57 passé de 8 secondes. Merci Laurent Hopman, merci Renaud Roche. Ça s'appelle Les Guerres de Lucas aux éditions de Man. Ça fait 208 pages, je crois. Ça coûte 24,90 €. C'est à peine le prix d'un resto. Et c'est salué et remarqué par la rédaction de France Info. Vous vouliez peut-être que je vous laisse le mot de la fin. Vous avez un mot de la fin peut-être pour le chat? On peut donner rendez-vous à tous les amateurs de Star Wars et d'aventure à travers cette BD et pour la suite, pour ceux qui l'ont déjà découverte, on espère qu'ils prendront plaisir à suivre cette aventure. Je leur souhaite en tout cas. Je vais sonner très très cliché, mais bon, que la force soit avec le chat et avec tous les auditeurs. Eh ben, que la force soit avec tout le monde. 13h57, passé de 51 secondes. C'est la fin de ce stream. Merci de l'avoir suivi. Pour ceux qui veulent le revoir, le réécouter, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord. Le lien va être mis dans le chat par Jules dans un instant. Pour ceux qui veulent les réécouter avec les oreilles, vous retrouvez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve demain pour parler de sexe, des jeunes qui se retrouvent un peu moins sur la couette. On va parler aussi de ces garçons qui s'injectent de la testostérone. On va parler de cinéma, de séries et de cocaïne dans le port du Havre avec en tête d'affiche Panayotis Pasco. Je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous donc demain à 18h pour 2 autres heures de stream. Pas vraiment de bonheur, bien sûr, de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous et donc à demain. Salut.